Merci beaucoup, je suis impressionné parce qu'en plus je suis filmé et puis vous êtes nombreux. Hein, donc, du coup, puis après ce qu'ont dit Alexandra et Fanny, je me dis mais qu'est-ce que je peux apporter de plus? Vous avez dit l'essentiel en fait, hein, et sur lequel je vais revenir. Alors, je suis ravi néanmoins de. Alors ça c'est pour de vrai. Hein, en fait, les autres disent des bêtises. Moi, je suis vraiment ravi de venir échanger avec vous. L'idée c'est aussi de cette journée qu'elle soit participative, c'est-à-dire au fond. Même si je vais apporter des éléments, ces éléments sont toujours en discussion et ils sont là plutôt pour nous permettre d'éclairer des questions très complexes et peut-être d'avoir des idées à la fin de la journée par rapport aux ateliers qu'on a fait ensemble. Alors peut-être l'avantage d'être vieux, c'est qu'on n'a pas envie de raconter sa vie, mais très simplement pour dire d'où je parle et ce que je fais, en fait, cette thématique, c'est l'histoire de ma vie. En fait. Donc, voilà. Donc je travaille depuis 35 ans sur ces questions-là. Peut-être une précision, c'est que j'ai été longtemps moi-même accompagnateur, donc plus de 20 ans, donc j'ai travaillé en mission locale, en centre de bilan de compétences, etc., avant d'accompagner des organisations et l'État et la puissance publique autour de la question des dispositifs pour les personnes alors éloignées de l'emploi, en situation de vulnérabilité, loin de l'emploi. Vous voyez, les qualificatifs peuvent varier. En tout cas, la question du développement du pouvoir d'agir des personnes invisibilisées, on pourrait le dire comme ça, c'est un peu la préoccupation de ma vie, en sachant que aujourd'hui, j'ai une activité qui est un petit peu de professionnalisation d'acteurs de l'accompagnement, mais plutôt une activité de recherche-action autour de pratiques un peu innovantes pour justement, dans le bazar dans lequel on est, essayer de trouver des pistes de travail qui nous permettent d'avancer collectivement, sachant que plus on vieillit, moins on est dogmatique et plus on remet en question les choses sur lesquelles finalement on avait des certitudes. Et le monde actuel nous amène à beaucoup nous interroger sur les incertitudes. Alors, par rapport à la demande qui m'a été faite et par rapport au contexte dans lequel on est, je vais bien sûr pas présenter Sève Emploi. Je suis plutôt là pour essayer de dire dans quel contexte on est, en quoi Sève peut être une réponse. Hein. D'ailleurs, Sève, plus largement la médiation active à l'emploi, qui n'est pas d'aujourd'hui non plus. Hein. Il y a plein de choses aujourd'hui qui sont très efficaces, qui ont plus d'un siècle. Hein. Donc, faut se garder de penser que l'innovation, elle est ici et maintenant, hein, tout le temps. Hein. Du coup, j'ai un diaporama très savant. Et je vais plutôt essayer de mettre en questionnement et d'essayer d'approfondir 4 questions, en fait, hein, qui renvoient vraiment à la première question, qui est vraiment intéressante dans la présentation, notamment de Fanny et Alexandra, c'est-à-dire qu'on voit bien que Sève décale, en fait, un certain nombre de choses avec des transformations organisationnelles, transformations de lecture. Pourquoi ça reste expérimental ? C'est quelque chose qui me frappe beaucoup, la médiation active à l'emploi. Elle a 20 ans aujourd'hui. Hein, et il y a les certitudes qu'on a construites, elles étaient déjà documentées, alimentées, etc. Ça reste expérimental. Pourquoi ? Parce que sans doute que les conceptions, les hypothèses, les postulats historiques qu'on a posés sur la question d'accompagnement à l'emploi, elles ne sont pas vraiment modifiées. C'est-à-dire, elles sont modifiées dans les expérimentations, elles ont beaucoup de mal aujourd'hui à infuser dans en gros, l'imaginaire collectif. Alors, et du coup, c'est intéressant de voir, quand on va parler de Sève Emploi, en quoi c'est en contraste, et qu'est-ce qui est un petit peu différent dans la proposition qui est faite. Ce qui veut dire, je vais faire un tout petit détour, hein, c'est une slide, simplement pour dire, c'est quoi les fondements historiques des conceptions de l'accompagnement à l'emploi, des publics loin de l'emploi, mais pas spécialement des publics loin de l'emploi. Si vous avez été demandeur d'emploi, vous allez vite voir que d'une certaine façon, peut-être qu'on vous a prescrit des prestations, peut-être qu'on vous a accompagné, peut-être, et ça s'inscrit dans un cadre de pensée qu'il faut clarifier. Parce que d'une certaine façon, quand on fait des comparaisons internationales, je travaille avec beaucoup de collègues européens, ils sont très surpris de notre modèle, en fait. Donc ça, c'est intéressant d'aller voir à l'extérieur, qui sont surpris du modèle sur lequel on a fondé nos pratiques. Nos pratiques étant, en gros, fondées depuis les années 80, en fait. Hein. Donc on a presque 45 ans aujourd'hui de pratiques publiques qui sont, dans certaines situations, fondées sur les mêmes principes. Juste une illustration, on a étudié tous les cahiers des charges des plis depuis qu'ils existent. Le monde a changé depuis 35 ans, hein, quand même. Les principes posés sont à peu près toujours les mêmes. Lever les freins,
élaborer des projets professionnels réalistes, réalisables, etc. Donc il y a une forme de sémantique qu'on retrouve partout dans les cahiers des charges, dans lequel ça va être un contre-pied, qu'il faut bien comprendre à quel point ça va impacter l'imaginaire collectif et à quel point ça va être compliqué de le faire bouger. La deuxième chose qui est un peu le centre de mon intervention et qu'on mettra en débat, là encore, je vais poser des observations. J'essaye de partir non pas de point de vue, mais de travaux qu'on a documentés. Donc, si ça vous intéresse, en fait, le diaporama, je le donne, et en fait, toutes les sources sur lesquelles on s'appuie sont explicitées. L'idée, c'est que justement, dans le moment qu'on traverse, il faut arrêter de se bagarrer sur des croyances, plutôt essayer de penser comment ça fonctionne et qu'est-ce que nous disent les personnes. Je ferai beaucoup référence dans cette deuxième partie, avant de faire la pause, sur un travail qu'on a mené. Oui, je ne vous ai pas dit, je viens du sud de la France. Je me promène un petit peu partout en France. Mais l'étude qui m'a beaucoup marqué, parce qu'on a travaillé presque pendant 1 an sur des publics très, très éloignés de l'emploi, dans des quartiers prioritaires de la ville. Et on a fait une narration, en fait, une pratique réflexive sur qu'est-ce qu'ils disaient de leur parcours et qu'est-ce que ça leur avait apporté. Donc, il y a tout un travail de documentation. Qu'est-ce que disent les gens de leur rapport au travail, de la difficulté du rapport à l'entreprise, etc. Donc, j'y ferai référence parce qu'on a aussi essayé de modéliser ce qu'on peut en dire. Qu'est-ce que nous disent les gens, qu'est-ce qu'on pourrait en dire, et du coup, qu'est-ce que ça nous dit quand la jeune Nora, quand je l'interviewe, elle me dit « J'aurais jamais pensé qu'un employeur puisse me parler normalement ». Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, pour elle, un employeur, c'était quelqu'un d'un autre monde, en fait. Et le simple fait qu'elle nous dise, la première fois que je découvre qu'un employeur, c'est un individu normal et avec lequel je peux avoir une relation. Et en fait, on a beaucoup documenté toutes ces questions-là en se disant, donc il y a quelque chose qui n'est pas relatif à des éléments factuels, à des éléments objectifs, etc., mais qui relève vraiment de la construction des représentations avec des personnes qui ont construit des mondes, en fait, des mondes inaccessibles. Et du coup, on reviendra, l'emploi est perçu comme inaccessible pour un certain nombre de personnes. Il est non seulement perçu comme inaccessible, mais il n'est pas perçu comme attractif. C'est aussi une deuxième dimension sur laquelle je reviendrai. Et du coup, là, on a vraiment un bouleversement de tous ces éléments-là. Là encore, soyons prudents, ces transformations, elles ont été amplifiées par le Covid notamment, mais elles existaient avant. C'est-à-dire qu'on les voit en fond d'écran depuis une vingtaine d'années déjà. Médiation active à l'emploi, c'est ancien parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs dysfonctionnaient en fait. Et puis, on fera une pause et puis on aura tout un échange avec vous si vous le souhaitez, en sachant que ce n'est pas juste me poser des questions, mais livrer votre expérience, livrer vos points de vue, partager avec nous ce que vous percevez. Puis on aura vraiment un deuxième temps qui est un peu différent, c'est du coup, c'est quoi les impacts sur l'accompagnement en fait, et sur la construction. Alors, on parle d'écosystème apprenant dans les territoires. Enfin, c'est des termes savants pour dire des choses assez simples. Comment on retisse des liens avec des acteurs qui ne se parlaient pas jusqu'à présent au service des personnes qu'on accompagne. Et du coup, c'est une banalité de dire ça, mais ce n'est pas si simple. C'est pas si simple. Et du coup, c'est quoi les leviers d'action que SEV active, mais peut-être dans la journée, peut-être on pourra en trouver d'autres. Il y a des leviers aujourd'hui qui sont pas très bien utilisés et que le public nous dit que ça le bouge. Du coup, la question le risque, c'est toujours de faire plus de la même chose. Toute l'histoire des dispositifs, quand on les évalue, on est très très frappé de voir que tu veux pas de ça, du coup, on va te rajouter 10 heures d'accompagnement individuel supplémentaire, comme ça, on est sûr que tu seras bien accompagné. Et on voit bien que le rapport qu'ont les publics à l'accompagnement, il est aussi modifié. On a une étude France Compétences, par exemple, sur les points de vue des personnes qui ont fait des transitions professionnelles. Certains nous disent très clairement qu'ils ne veulent pas être accompagnés, qu'ils préfèrent se débrouiller tout seuls. Donc il y a aussi un mythe dans nos métiers de penser que forcément, penser être accompagné serait forcément vertueux. Or, ce n'est pas toujours perçu, et dans la salle, peut-être qu'il y a des personnes qui ont été accompagnées dans certaines situations où elles n'ont pas trouvé que c'était extraordinaire. Parce qu'aussi, il y a des pratiques prescriptives historiques, il y a des pratiques morales historiques, etc. dans nos métiers. Donc, on n'est pas non plus, et je me mets là-dedans, on n'est pas notamment totalement vierge de difficultés qu'on a pu générer nous-mêmes. Et puis, un dernier point, parce que là, c'est vraiment l'idée de Sèvres que je trouve vraiment intéressant, comment on fait que les liens soient... Comment on tisse des liens, comment on les active, comment on les rend créatifs. C'est-à-dire que vous verrez que la grande question dans laquelle on est aujourd'hui, c'est on est infoutu de fabriquer des protocoles qui seraient duplicables. En fait, ça ne marche pas.
Du coup, si vous n'avez pas du jeu dans les dispositifs, le risque que vous avez, c'est ça marche avec un groupe et ça ne marche pas avec un autre. Et en fait, vous pensez que c'est le protocole qui ne fonctionne pas. Non, c'est qu'il faut se fonder sur des principes. Et c'était intéressant ce qu'a repris Alexandra, hein, se fonder sur des principes et après essayer de les décliner dans les environnements avec les personnes et donc les refabriquer. Donc, ce qui veut dire que ce que je suis en train de dire, c'est que nos métiers laisse de plus en plus de place à l'improvisation en situation pour s'adapter aux environnements dans lesquels on est. Et du coup, là, c'est pas du tout le même enjeu dans lequel on est. Et vous voyez, dans une pensée publique très verticale, hein, je travaille depuis des décennies avec la DGFP, par exemple, on voit bien que c'est compliqué d'arriver à laisser du jeu aux acteurs, et même du jeu financier, hein, on pourra revenir à ces questions-là, parce que d'une certaine façon, il y a une obsession historique sur le fait que l'équité est liée au fait que toute personne est confrontée à la même situation. Et donc, du coup, l'idée d'un protocole, c'est toujours qu'on puisse reproduire à l'identique pour tous les publics, pour que les personnes soient tout le temps confrontées à la même situation. Or ça, c'est problématique, parce qu'en fait, il y a très peu de protocoles qui fonctionnent avec toutes les personnes, parce que d'abord, on est des êtres humains, et que ce qu'on va jouer nous-mêmes dans la relation, c'est fondamental, et puis tout simplement parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Hein. Je suis moi-même originaire de la région Rhône-Alpes. Hein. Voilà, j'ai fait une partie de ma carrière à Firminy, donc pas loin d'ici, hein, mais j'ai travaillé à Thiers. Je suis aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes. Et si vous comparez la ville d'Avignon et la ville de Gap et les territoires de la Haute-Provence, c'est pas le même monde, quoi. Et quand je travaille avec mes collègues des SIAE, on n'est pas du tout dans les mêmes mondes. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, c'est juste dire qu'on est dans des situations tout à fait différentes. Voilà ce que je vous proposais de faire. Et en fait, je n'ai pas commencé encore. Hein, en fait. Non, voilà. Du coup, il y a des slides, je vais les passer très vite parce qu'autrement, voilà, je vais vous endormir, c'est vraiment pas le but. Juste un élément vraiment de contexte très simple, c'est tout ce que je vais raconter. Beaucoup de gens me disent non que c'est nouveau. Je dis, en fait, le non-recours au droit, la désaffiliation, la recherche du sens au travail, la suspicion vis-à-vis des institutions et la défiance, c'est quand même pas nouveau. Je travaille depuis plus de 10 ans, par exemple, avec mes collègues des missions locales sur la perte du public. On est quand même dans des mouvements tendanciels très très forts d'une suspicion vis-à-vis des institutions qui n'est pas nouvelle, non-recours au droit. On est un pays du monde dans lequel le non-recours au droit est des plus élevés. Donc, ces questions-là, elles sont connues depuis longtemps, elles sont très documentées. Ni de décrocheurs invisibles, on a changé les qualificatifs, mais en fait, on est toujours dans cette même situation. Ce qui veut dire qu'au fond, il y a toute une partie des publics, alors si on est comme moi soucieux d'équité, pour qui les opportunités d'emploi ne sont pas accessibles. Mais c'est même pas qu'elles ne sont pas accessibles, elles ne sont pas connues, elles ne sont pas identifiées comme des choses possibles. Donc en termes démocratiques, ça pose des tas de questions et ça pose la question de, c'est pas parce qu'il y a des ressources, c'est pas parce qu'il y a des gens de bonne volonté que les personnes elles-mêmes vont faire la démarche. Et on pourrait même penser qu'un certain nombre de personnes vont se cacher parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas à la hauteur. Et parce qu'elles ont entendu ça toute leur vie, etc. Et que le niveau d'exigence qu'elles perçoivent de ce qu'on attend d'elles leur paraît démesuré. Et du coup, on a mené des interviews avec des publics, tous les âges. Là aussi, il faut faire attention, c'est pas que les jeunes, donc c'est tous les âges. Je travaille actuellement avec des cadres demandant d'emploi à longue durée, donc du coup, pas des gens... en fait, on observe absolument les mêmes processus de sentiment d'incapacité à faire, de se mettre à l'ombre. Ils en ont ras-le-bol de refaire leur CV, ils en ont ras-le-bol d'échouer à des entretiens, ils n'en peuvent plus du fait que ça va jamais, de toute façon, je ne serai jamais à la hauteur, le niveau d'exigence croît, ils ont l'impression qu'ils montent un escalier, qu'ils montent encore plus vite, etc. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du sentiment d'impossibilité à contribuer qui est extraordinairement présent aujourd'hui dans l'environnement dans lequel on est. Discuter avec les adolescents qui viennent de recevoir leur réponse de Parcoursup, par exemple, vous allez voir à quel point ils peuvent avoir le sentiment aussi qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne contrôlent pas. Donc on est aussi dans un environnement où l'État, verticalement, veut tout contrôler, et en même temps, l'individu lui-même, il a le sentiment qu'il a très peu de contrôle sur sa propre vie. Et en fait, celle s'inscrit aussi dans cette logique-là. C'est-à-dire comment les personnes peuvent avoir le sentiment qu'ils peuvent avoir la main sur ce qui va leur arriver. C'est-à-dire qu'ils peuvent apporter quelque chose à leur propre vie. Là, quand on a interviewé les personnes accompagnées, c'est très intéressant de voir qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils n'ont aucun pouvoir sur ce qui va leur arriver. Et que du coup, ils s'adressent à des tiers pour savoir ce qu'ils pourraient faire dans cette situation. Et après un des dispositifs, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vont faire bouger cette logique-là et qui vont penser que eux, faire des choses, ça peut être possible. Et du coup, qui vont initier quelque chose. Et du coup, vous voyez que dans Sèvres, par exemple, pourquoi il y a l'obsession de l'action ? Mais parce que c'est l'action qui mobilise.
Et vous verrez qu'on est des dispositifs historiques qui sont d'abord fondés sur la réflexion de ce que je voudrais faire et de quelles seraient les étapes à combler, les escaliers à monter pour arriver à l'objectif. Il y a des gens pour qui le simple fait de passer son temps à le faire dans sa tête et en même temps repérer toutes les marches à gravir, c'est tout sauf mobilisateur. Et on pourrait même penser que c'est plutôt tétanisant parce que les marches sont trop importantes. Donc je reviendrai beaucoup à la question qu'on est très surpris en France, par exemple, de cette obsession de la réflexion, de cette obsession de la planification avant de faire quelque chose. Alors, par exemple, mes collègues scandinaves, ils sont obsédés par l'expérience à vivre, quoi. Leur objectif, c'est que les gens fassent des expériences. Et puis, on régulera, on réajustera. Mais en tout cas, notre mission, c'est que les gens soient confrontés à des situations dans lesquelles ils font l'expérience eux-mêmes de quelque chose sur lesquelles ils agissent. Et c'est intéressant parce que, du coup, vous verrez que culturellement, on a un modèle vertical. Encore une fois, c'est pas dire c'est bien, c'est pas bien, c'est dire qu'il va peser sur les personnes. Il va peser sur les personnes parce qu'il ressemble quand même beaucoup à la formation initiale, d'une certaine façon. Alors, j'essaye juste de le développer un tout petit peu. Alors, la planche est un peu raide, hein, comme ça, hein, mais vous n'êtes pas obligé de tout lire, et je ne suis pas obligé de tout dire non plus. Ce qui nous frappe quand on étudie, par exemple, depuis les années 75, en fait, on a les premiers dispositifs, ils arrivent en 75. En fait, on a construit des dispositifs, c'est très intéressant à observer, on a des intentions pour le public. Lever les freins à l'emploi, par exemple. C'est quasiment dans tous les cahiers des charges depuis le début, c'est encore dans tous les cahiers des charges aujourd'hui. Mes collègues québécois me disent lever les freins ou activer le potentiel. Et juste sémantiquement, vous dites donc, tu regardes ce qui manque ou tu regardes ce qui est activable. Et du coup, vous voyez le lien avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'opportunité d'activation, elle est dans un contexte. Elle n'est pas dans un bureau. Elle n'est pas dans la tête, elle est dans les situations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce que ça va organiser les dispositifs. C'est-à-dire on a des intentions sur le public. L'usager, en fait, il y a des publics vulnérables. Alors, on est spécialiste en France de cataloguer les personnes, hein. Les décrocheurs. Quand tu vas au Québec, on parle du décrochage. Ils disent, vous parlez des décrocheurs, nous, on parle du décrochage. Le décrochage, c'est un problème collectif. Le décrocheur, ça serait de sa responsabilité. Je ne sais pas si vous voyez la question de la cartographie des personnes, en fait. Hein. Et en fait, on ne mesure pas à quel point la catégorisation, hein, l'éducation permanente sera un numéro spécial sur la catégorisation en formation, qui montre que le profilage, en fait, c'est plutôt un problème de gestion plutôt qu'un problème pédagogique. Or, le problème du profilage, c'est que du coup, les gens intègrent l'étiquette. C'est un peu comme quand tu es dépressif, tu es dépressif. Donc, tu n'es réduit à la manière dont on te catégorise. Ça, c'est aussi intéressant dans les dispositifs, c'est-à-dire qu'on va caractériser les gens à partir d'un prototype et on va construire des dispositifs sur des usagers prototypaires. C'est comme ça qu'on dit, hein, en fait, des gens qui n'existent pas en fait, dans la réalité. Hein. Et vous avez compris que si on fait ça, l'intelligence artificielle va bientôt fabriquer les dispositifs. Elle n'aura pas besoin de nous. Hein, voilà. Et du coup, c'est aussi très intéressant dans ce qui a été dit par Fanny, c'est-à-dire si vous introduisez pas de la subjectivité, de la rencontre humaine dans les dispositifs, si on est juste pour gérer des protocoles qu'on va dupliquer, on n'a plus beaucoup d'avenir pour aider les gens. C'est-à-dire qu'on pourra faire en distance avec ChatGPT sur le positionnement par rapport à l'emploi, ce sera très vite fait et tout ira bien. Selon des modes prescriptifs, ça c'est vraiment très important à avoir en tête, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à sortir de la prescription. Il y a des prescripteurs, etc. Donc il faut savoir à quel point la prescription, c'est un modèle médical du diagnostic. Tu sais ce que les personnes ont, tu fais une ordonnance pour que les gens le fassent, ils le font ou ils ne le font pas. S'ils ne le font pas, ça, la responsabilité leur est imputable. Donc il faut voir à quel point, depuis 30 ans, le modèle diagnostique est très présent. Alors du coup, vous voyez, la première chose que je dis à mes collègues, je dis, est-ce qu'on pourrait faire autre chose qu'un diagnostic ? Vous voyez ? Question provocatrice, mais qui en même temps, par exemple, on pourrait faire une analyse partagée de la situation, qui du coup ne serait pas un diagnostic du point de vue d'un expert, mais plutôt d'identification des priorités du côté des personnes. Voilà, tout ça, aujourd'hui on le retravaille, sauf que quand les cahiers des charges sortent, j'étais dans un pli la semaine dernière, on reprend leur cahier des charges et on a tout ça.
tout ça, parce qu'il y a une verticalité des mesures, etc. Et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce que je dis, c'est pas, je désigne pas des coupables qui feraient pas du tout ce qu'il faut, c'est juste une observation, on a un cadre idéologique, c'est une conception des personnes qui sont derrière, verticale, dans lequel les personnes sont a priori pas partie prenante. Du coup, vous voyez où j'arrive. C'est-à-dire que dans des dispositifs où les personnes ne sont pas partie prenante, vous prenez un risque absolu qu'elles obéissent ou qu'elles désobéissent. Et pourquoi on a initié SEV, avec mon collègue à l'époque de la FNARS, c'est qu'au fond, on pouvait maintenir un niveau d'engagement des gens sur une durée relativement courte, mais on confond l'engagement et la persévérance. C'est-à-dire que les gens se barraient. Et aujourd'hui, une des premières observations qu'on fait dans les situations de travail, c'est les abandons. C'est les abandons. C'est-à-dire, pour des raisons que je vais évoquer avec vous, qu'est-ce qui fait que les gens se barrent alors même que leur projet était stabilisé, qu'ils avaient fait toutes les études de machin, etc., et qu'ils sont partis. Ils sont partis quand même. Ils sont partis parce que, entre ce qu'ils pensaient et ce qui s'est passé, c'est pas la même chose, quoi. Il y a un écart. Et vous verrez que sur les questions d'engagement, ça nous préoccupe beaucoup aujourd'hui de voir que peut-être on fait des confusions entre obéir, s'engager et persévérer. Et beaucoup de gens acceptent, sont conformes. Ils ne sont pas forcément mobilisés. J'ai vu votre jolie roue de la motivation, là. Et vous voyez que ce qui va créer l'énergie de la motivationnelle, c'est le fait d'agir, en fait. Et d'agir et de produire des effets sur son environnement. Si vous ne faites pas ça, ça va pas le faire. Je fais une analogie un peu stupide, mais quand on travaille, par exemple, sur l'engagement des personnes dans les régimes alimentaires, on est très, très frappé de voir que si les gens ne sont pas partie prenante de la construction du régime, même s'il y a un enjeu de santé considérable, malgré la menace, malgré les risques, il y a de fortes probabilités qu'ils ne le suivent pas. Du coup, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qui ferait que les gens, finalement, pour eux, vous voyez, les personnes définissent les objectifs dans SEV, ça veut dire aussi que je suis porteur de quelque chose dont je veux bien récupérer la responsabilité, mais à ma mesure. Je n'ai pas envie de récupérer toute la responsabilité. Donc, écart à combler, je reviendrai sur la notion d'employabilité qui est très importante parce qu'elle pèse dans l'imaginaire collectif très forte. Il faut bien que vous ayez conscience que l'employabilité était conçue comme un concept objectif. Dans les années 80, on dit pour accéder à un emploi, il y a des critères. Et puis, il y a des gens qui sont loin de ces critères. Donc, les personnes, on doit les accompagner pour faire l'effort, pour combler cet écart. Et puis, vous avez tous vécu, ces dernières années, des situations d'emploi où des gens a priori non employables sont aujourd'hui employés et se débrouillent fort bien. Et du coup, la conclusion de ça, c'est très simple. Et du coup, ça nous ramène à SEV. Ça veut dire que la notion d'employabilité n'est pas objective. Elle est juste liée au contexte. S'il y a une tension sur le marché du travail, les critères de sélection sont renégociés. Et il y a des gens aujourd'hui à qui on donne leur chance, tout simplement, parce que l'employeur est aujourd'hui prêt à négocier quelque chose, alors qu'il ne l'était pas du tout il y a 5 ans. J'ai eu les chiffres hier du nombre de candidats aux écoles d'assistantes sociales, du service social, et la baisse depuis 5 ans, par exemple, c'est juste faramineux. C'est-à-dire qu'on a des effets aujourd'hui. Une hyper-sélection est devenue aujourd'hui quelque chose de finalement confidentiel en 4-5 ans, sans qu'on soit vraiment capable d'analyser les raisons pour lesquelles ça s'est passé. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien que le public qui a le sentiment que l'employabilité, c'est toujours des écarts à combler, il a l'impression qu'il n'y arrivera jamais. Ce qui est très intéressant dans ce qui s'est passé il y a 2 ans, aujourd'hui, c'est un peu plus le bazar, mais il y a 2 ans, c'est vraiment le fait que pour un certain nombre de personnes, ils ont eu le sentiment que l'entreprise était prête à négocier quelque chose, notamment sur les conditions d'accès, les conditions de travail, l'adaptation au poste. Et du coup, ça fait quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une conscience collective qui de se dire, donc l'employabilité, c'est pas une norme pas discutable, c'est une norme discutable. Je ne sais pas si vous voyez cette question, ça c'est vraiment important parce que dire que l'employabilité est discutable, vous créez une émeute dans certains collectifs où les gens disent non, il y a des gens qui sont employables, des gens qui ne sont pas employables. Point. En fait, dans la réalité des gens employés, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et toute votre expérience montre bien qu'il y a des gens qui se sont débrouillés dans des situations sur lesquelles vous n'aviez pas forcément une confiance a priori absolue, et inversement. Donc là aussi, accepter d'être surpris, c'est très important. Donc ça, ce que je voulais dire un petit peu en introduction,
introduction par rapport à tout ça. Alors, par rapport à ce qu'a dit Fanny, qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire qu'on est, deuxième point que je voudrais traiter, c'est-à-dire je vais essayer de tirer quelques fils sur l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Et en fait, si on reprend l'environnement, parce que avec mes collègues aujourd'hui, on a des tensions sur les moyens, on a les moyens financiers, sur les organisations, enfin voilà. Donc on est dans un environnement fluctuant. Fluctuant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'hier n'éclaire plus demain. Et que hier n'éclaire plus demain, ça veut dire que c'est extraordinairement compliqué de projeter à long terme, compte tenu des incertitudes du moment. Et du coup, vous avez trois phénomènes qui sont en même temps, qui peuvent rendre complètement impuissants les personnes. À la fois le sentiment que ça accélère, c'est-à-dire que ça va très vite, c'est un peu comme le réchauffement climatique, c'est-à-dire tu y crois pas jusqu'au moment où tu fais la liste de tout ce qui s'est passé en 2024 et tu te dis ah ouais, du coup peut-être que ça existe quand même un peu quand même, et du coup tu vois très très vite que c'est pas parce que ça s'est passé que tu as une idée de ce qui va se passer. Du coup, l'idée même de l'accélération des processus, ça génère quelque chose qui est très important pour les personnes, c'est une forme d'imprévisibilité de ce qui va se passer, c'est-à-dire une faible croyance de la stabilité de ce qui va arriver. Ça, c'est très important dans les projections temporelles. Vous allez voir qu'une des caractéristiques du public, tous les publics, quel que soit leur âge, c'est les projections à court terme. C'est de plus en plus difficile. C'est pour ça que tous les modèles historiques de l'accompagnement à l'emploi sont fondés sur le concept de projet professionnel. C'est l'histoire. J'ai vu sur Sèvres, le site national, il y a une petite vidéo d'une personne, d'un professionnel qui explique que donc ce serait la fin des projets professionnels. C'est rigolo d'ailleurs parce que effectivement il y a des gens qui sont plus du tout dans des modes projet et qui sont vraiment dans des modes opportunités parce qu'ils ont plutôt des arbitrages à faire au niveau là où ils habitent, trouver un loyer, avoir des revenus, vivre une expérience, etc. Et en fait, les projections à long terme marchent de moins en moins, quel que soit le public. Là aussi, c'est très important à avoir en tête. C'est-à-dire, dès que vous créez de l'imprévisibilité, vous créez tout ça. Puis, ce qu'on vit tous actuellement dans le contexte dans lequel on est, c'est le fait que tout est interconnecté et que d'une certaine façon, tout est interdépendant. Il se passe quelque chose et puis tout à coup, je sais pas, là, une sécheresse au Canada, vous n'avez plus de moutarde pendant un an, par exemple. C'est juste un exemple où vous avez un bateau qui coince dans le canal de Suez et il n'y a plus de... Voilà, pendant un mois, c'est le bordel, etc. Une société qui est obsédée par l'optimisation, à un moment donné, elle est fragile, elle est vulnérable, et les gens ont le sentiment de la vulnérabilité, de l'imprévisibilité. Donc ça, dans l'accompagnement, ça va générer quelque chose de très important, c'est-à-dire les gens vont plutôt regarder autour d'eux et vont plutôt essayer de faire des arbitrages au regard de ce qui est prioritaire pour eux. C'est vrai pour tout le monde aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Par exemple, pour les professionnels du bilan, de l'accompagnement à l'emploi, ça modifie les paradigmes dans lesquels on est, c'est-à-dire que les gens sont plus du tout dans la situation dans laquelle ils étaient auparavant. Alors peut-être pour avancer, je n'ai pas l'heure, je ne sais pas, Alexandra, il faudra me dire comment. D'accord. Du coup, quelques observations sur le rapport au travail. Il modifie en gros des croyances très fortes. Le premier, c'est on a un modèle historique dans les années 80, c'est-à-dire en gros projet, formation qualifiable, emploi durable. Il y a une chronologie en fait, etc. C'est l'idée que le projet est premier, en fait les gens se forment et ils restent. En fait, l'observation qu'on fait aujourd'hui, alors là, c'est très documenté sur les parcours professionnels, montre que ce modèle-là, il n'a jamais existé, en fait. Il est vraiment théorique. Et la réalité, c'est que la plupart des gens, ils font quelque chose de très différent par rapport à leur formation initiale. Qui a été formé au métier qu'il exerce aujourd'hui ? Un peu, voilà. Voilà, c'est pour dire on est à peu près à 20-25% en règle générale qui ont vraiment un lien, etc. Du coup, quand on regarde les itinéraires, la première chose qui nous frappe, c'est l'idée des concours de circonstances, en fait. Il y a beaucoup de hasard et d'opportunités. Il y a aussi beaucoup de contraintes qui font que les personnes vont finalement arbitrer sans cesse. Un élément qui nous frappe aussi, c'est le nombre, dans les 20-30 ans aujourd'hui, c'est le nombre de postes occupés que les personnes ont occupés, et donc du coup la non-cohérence de contenu des postes qu'ils ont occupés. Donc ça, c'est vraiment le réel. Donc le réel nous dit une chose très simple, on a un modèle théorique qui ne correspond pas réellement à la réalité. Alors quel est le problème de ce modèle théorique ? C'est si on veut l'imposer à tout le monde, vous l'avez compris,
que le modèle soit en termes de gestion intéressant, évidemment. L'État veut financer des formations, optimiser ses financements pour que les gens fassent la formation et exercent l'activité en lien à ça, mais ça n'a jamais vraiment marché, en fait. Et du coup, cette idéologie, en fait, d'une logique, faut que je suis plus dans la caméra, en fait, c'est ce qu'il me dit. C'est mon côté latin, ça. C'est que je m'emballe, je m'échauffe, etc. Donc, ce modèle fonctionne plus bien. Le marché du travail, alors c'est rigolo, on a une loi plein emploi. En même temps, là, tout de suite, la loi plein emploi est en train de se mettre en place, mais en fait, on commence à se rendre compte que là, on ne va plus être du tout en plein emploi. Et du coup, c'est très étonnant de voir que dès que tu mets le coup d'après, dans un état de situation, et en fait, le monde a déjà changé, le nombre de licenciements et de plans sociaux qui arrivent et qui se développent fait qu'on est obligé d'être agile, pour reprendre ce que disait Fanny, et donc, du coup, on réinterroge tous ces éléments-là. Le troisième point qui est vraiment intéressant à avoir en tête, c'est-à-dire qu'on est tous dans des usages différents. On n'apprend plus de la même manière, on ne vit plus de la même manière, les smartphones ont modifié notre vie, on ne s'engage plus de la même manière, les couples ne vivent plus de la même manière, etc. Donc on a en arrière-plan un développement des usages. Je ne sais pas, bientôt vous allez remplir vos réponses à appel d'offres avec ChatGPT ou une intelligence générative, etc. Il y a 2 ans, personne ne savait ce que c'était que ce truc-là. C'est juste pour vous donner une idée de ces transformations-là, ou sur le diagnostic médical, etc. Et donc, du coup, on voit bien que la question même des usages en arrière-plan est en train de modifier radicalement les pratiques sociales. Et du coup, il faut qu'on s'adapte à ces pratiques sociales nouvelles. C'est-à-dire qu'il faut qu'on intègre la question des usages comme quelque chose de relativement nouveau. C'est-à-dire que, par exemple, le scrolling, c'est-à-dire essayer de faire défiler, par exemple, c'est un usage de décision aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont... C'est une technique qu'on appelle une technique de sérendipité, c'est-à-dire que tu explores ce qui vient, tu vas voir, ça s'affiche, tu prends pas, etc. Et en fait, on a beaucoup de stratégies professionnels qui sont du scrolling aujourd'hui. Alors du coup, est-ce que c'est les big data qui envoient les scrolls et les images, ou est-ce que c'est un médiateur de l'emploi sur un territoire qui ouvre aux opportunités? Vous voyez la métaphore que j'utilise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tout à fait intéressant que les usages, notamment des nouvelles générations, c'est un usage de saisir l'opportunité, la reconnaître comme une opportunité, et on va voir. On va voir. Et si ça marche pas, ça marche pas. Et du coup, ils ont très très vite intégré ce qu'on appelle le droit à l'essai. Ma vie, rien n'est sûr. Donc dans un monde où rien n'est sûr, laissez-moi la chance, la possibilité d'essayer. Et du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, dans un rapport au travail. Mais quand vous discutez avec les employeurs sur la fidélité, vous voyez le choc. Quand j'essaye d'expliquer chez une entreprise, c'est arrêtez de penser que vous allez fidéliser les gens. Les jeunes, toutes les études qu'on a menées sur l'engagement du public jeune, ils nous disent, bien sûr que je suis motivé par mon travail, que je suis complètement prêt à m'impliquer à 100% dans l'activité. Par contre, je suis prêt demain à partir si j'ai une autre opportunité plus intéressante. Et ça, c'est très perturbant. Sur l'idée que je peux être extraordinairement motivé sur un objet et en même temps tout à fait prêt à me barrer s'il y a des circonstances qui m'amènent à le faire. Et ça veut dire que je ne peux plus maîtriser et contrôler le maintien de l'engagement des personnes. Je suis obligé tout le temps d'accepter le fait que le grand principe de l'engagement, c'est la liberté. Je ne sais pas si vous voyez ce principe, si vous retenez qu'un truc que je dirais ce matin, c'est le modèle de l'engagement aujourd'hui, c'est la possibilité de revenir en arrière, ce qu'on appelle la réversibilité. Tu achètes et tu te dédies. C'est la possibilité de te délier. Alors, dans notre imaginaire des années 80, c'est parce que je suis engagé que je vais tenir. Je ne sais pas, vous voyez ce mécanisme-là. Or, ça, c'est vraiment quelque chose. Le commerce en ligne a commencé vraiment... Amazon a utilisé toutes les techniques de psychologie sociale pour comprendre que si on facilitait le retour des objets, on augmentait la confiance du consommateur. Banco. C'est-à-dire qu'en fait, la réversibilité, c'est le principe. J'achète des bottes. Tu as acheté des bottes en ligne quand même. C'est curieux, tu les essayes pas. Non, c'est facile, je peux les rendre. En fait. Je ne sais pas, vous voyez ce mécanisme. Alors, pourquoi j'utilise une métaphore comme ça? Pour vous montrer que ça s'applique à tous les plans de la vie.
Ça s'applique à tous les plans de la vie, c'est-à-dire tu prends un billet de train, tu le changes, etc. Donc la possibilité d'avoir la liberté de ne pas t'engager devient un critère d'engagement. Je sais pas, vous voyez ce mécanisme-là très, très perturbant. Alors, vous voyez, quand vous discutez avec un chef d'entreprise, une petite PME, je sais pas, d'Auvergne par exemple, qui fait du décolletage dans une entreprise et qui, lui, a un imaginaire des salariés qui en veulent, qui sont motivés, voilà, c'est un bon gars, il sera capable de, etc. Et qui voit finalement des gens qui sont à la fois prêts à s'engager, mais il ne faut pas qu'on leur demande des trucs impossibles. Du genre, je ne vous signerai pas un contrat sur lequel je m'engage à rester tout au long de ma vie. Quand on a travaillé, par exemple, sur les abandons des infirmières dans les écoles d'infirmières, ce qui nous avait beaucoup surpris, c'est le nombre de... Alors, c'était beaucoup des filles qui arrêtaient en 3e année, avant l'examen. Donc ça, c'était surprenant, parce qu'il y a des abandons en première année, ça peut se comprendre. Qu'il y ait des abandons en 3e année, c'est surprenant. Ils ont fait 3 années d'études, ils vont avoir un job, etc. Et en fait, on a mené des interviews auprès de ces jeunes dames, jeunes filles, et la première chose qu'elles nous disaient, c'est « je ne veux pas faire ça toute ma vie ». Donc ça, c'est très intéressant à voir comme idée, c'est-à-dire qu'en arrière-plan, il y a quelque chose qui se joue sur la stabilité, la fidélité, la liberté, l'engagement durable et la réversibilité, ce que j'ai mis à la fin. C'est-à-dire que vous ayez conscience qu'au fond, les gens ne signent pas un chèque, quoi, et qu'au fond, c'est comme ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est l'accepter comme un élément d'être au monde. J'ai besoin d'avoir le sentiment de pouvoir me délier pour me lier. Je sais pas, vous voyez ce mécanisme-là. Et du coup, il est très important parce qu'il est compliqué juridiquement. Quand tu as des trucs où il faut que les gens s'engagent sur 3 mois, sur 6 mois, etc., financièrement, l'État dit écoutez, il faut qu'ils restent, quoi. C'est pas possible. Et là, tu es pris dans quelque chose qui est un paradoxe pédagogique considérable. Si tu obliges les gens à rester, t'augmentes la certitude qu'ils se barrent, quoi. Et du coup, si tu leur laisses la liberté, bah, tu prends le risque qu'ils se barrent quand même, parce qu'ils vont s'arrêter. Mais en même temps, pédagogiquement, c'est le seul moyen dans lequel on va pouvoir construire des relations où les gens se sentent partie prenante. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que du coup, ce rapport à l'avenir, la boussole, en fait, la boussole, c'est le pas d'après, en fait. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que Sève et la médiation active sont intéressantes, parce qu'ils ne sont pas situés loin. Ils sont situés ici. Ils sont à proximité. Et ce qui va beaucoup nous frapper, c'est chez les ados, par exemple, c'est frappant, ils ont à la fois des rêves vraiment très très éloignés, faire des choses, etc. Mais ils ne sont pas idiots. Ils savent bien qu'ils vont aussi examiner les opportunités qui peuvent être disponibles à proximité. L'examen de ces opportunités n'est pas toujours lié au contenu de l'activité. Là aussi, dans un travail qu'on a mené, on a été très frappés que en gros, les gens choisissent des activités au regard d'une représentation qu'ils en ont. Ils l'abandonnent en fonction du contexte. En gros, pour reprendre Sève, la priorité des personnes, c'est est-ce que le contexte est facilitant ? Est-ce qu'il est accueillant ? Est-ce qu'il est reconnaissant ? Juste une petite aparté, parce que j'ai mené en région PACA un travail sur les services à la personne. Trame de recrutement, c'est une galère effroyable, on ne retrouve plus une aide à domicile, c'est extraordinairement compliqué. Et avec des collègues, ils ont travaillé pendant presque 10 ans sur rendre plus attractives des activités qui ne le sont pas. Grand débat collectif, est-ce qu'on peut rendre attractif le fait de travailler dans un EHPAD ? Je le dis aussi brutalement que ça. Pour vivre moi-même la confrontation au grand âge. Et du coup, c'est vraiment très étonnant de voir qu'on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on arrive à penser que c'est utile collectivement que des gens fassent ça, mais pas soi et pas ses enfants. C'est très étonnant. C'est-à-dire qu'on a des représentations qui sont vraiment très fortes, du genre, c'est très utile collectivement, il faut absolument que les gens le font, mais pourquoi les gens qui ne veulent pas travailler, ils n'iraient pas, etc., etc. Et en même temps, toi, c'est pas ton truc. Donc, qu'est-ce qui ferait que les gens iraient travailler dans un EHPAD ? En fait, le capital réputationnel de l'EHPAD au niveau du territoire. Du coup, on a complètement changé de lunettes. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on accepte le fait que les gens, ça peut être nécessaire pour eux de le faire, cette expérience, mais on intègre l'idée qu'ils n'y resteront pas. Première chose. Deuxièmement, la seule préoccupation qu'on a, c'est l'attention qu'on porte quand ils sont là. Avec une troisième idée, c'est que si ça se passe bien, ils communiqueront sur le territoire, sur la réputation de l'établissement. Et on a des résultats très étonnants sur le fait que ce n'est pas le métier qui a été revalorisé, mais la structure. Et ça valide quelque chose qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens sont fascinés par les contextes.
On parle aujourd'hui beaucoup, par exemple dans le bilan de compétences, où le CEP actif occupé, on peut avoir entre une personne sur 4 à une personne sur 3 qui part parce qu'il souffre au travail ou parce qu'il est en tension au travail, etc. Et en fait, la plupart des situations qui sont évoquées sont jamais liées à l'activité. Elles sont quasiment systématiquement liées au contexte relationnel, contexte de pression, etc. Du coup, la question de la place des conseils, du contexte a été invalidée dans les pratiques de réflexion sur l'emploi. Et du coup, ce qui est très intéressant dans SEV ou dans toutes les pratiques de médiation active, c'est qu'on renoue de la négociation, en fait. Et on peut permettre de porter attention aux environnements de travail dans lesquels seront les personnes. Alors, ça, c'est des modèles en question. Un deuxième élément qu'il faut avoir en tête, qui est vraiment quelque chose qui vient de plus loin, c'est qu'il y a vraiment un doute collectif. Il y a un doute collectif. Alors quand vous suivez les réseaux sociaux, par exemple, l'histoire de traverse la route pour trouver un travail, l'idée de si tu veux, tu peux, etc. En fait, il y a aujourd'hui très, très documenté. Il y a la plupart des gens qui vont nous dire il vaut mieux être riche et bien portant plutôt que... Voilà. Du coup, on a plein de travaux aujourd'hui qui nous montrent que la position sociale, elle n'est pas liée au travail, mais elle est plutôt liée à la rente. Donc les gens ont très bien intégré ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de nous raconter des salades, s'élever socialement en travaillant beaucoup, c'est quelque chose qui ne va pas nourrir l'imaginaire collectif très fortement parce que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai dans les chiffres, dans les données. Et du coup, ça pose plein de questions qui sont... La perspective d'un emploi durable, elle n'est pas forcément attractive pour le public. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très difficile à faire entendre à partir de chefs d'entreprise qui, eux, c'est leur boîte et ils ne comprennent pas qu'on ne soit pas motivé pour créer sa boîte lui-même. Non, la perspective d'un emploi durable n'est pas un critère mobilisateur pour une partie importante du public. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas jouer sur ce facteur-là. Ce qui va être un facteur extrêmement fort, c'est d'une certaine façon... la réalisation de soi, elle sera liée à ma capacité à me sentir bien dans l'environnement dans lequel je suis, d'avoir le sentiment d'être partie prenante et d'apprendre quelque chose. Pas grand-chose à voir avec des idéologies sur le fait que me réaliser moi-même. Ça, c'est vraiment les modèles des années 75 dans lesquels les gens se réalisent au travail, etc. C'est vraiment trouver des environnements qui sont propices à ce que j'ai envie de faire et en même temps je les quitte si ils sont plus à la hauteur ou si les choses ont changé. Par exemple, on a un nombre de personnes très important qui quittent une entreprise simplement parce que le management a changé. Du coup, ça aussi c'est très intéressant, c'est-à-dire la dimension relationnelle au travail joue de plus en plus fort. Alors dans SEV, vous avez tous les publics, hein, mais vraiment la manière dont ils vont nouer des relations avec le chef d'atelier, avec le RH, etc., vont être des éléments totalement décisifs. C'est-à-dire comment on considère les personnes, comment on les regarde. Est-ce qu'on fait un effort pour les intégrer? Par exemple, la question de l'intégration est vraiment un enjeu central. Et jusqu'à présent, on ne se préoccupait pas de ça. C'est parce qu'il y a des tensions de recrutement qu'on s'en préoccupe. Il ne faut pas être naïf. Quand il n'y avait pas de tension, il y avait une hyper-sélection, etc. Et puis, les gens, ils n'étaient jamais à la hauteur. Là, les chefs d'entreprise, alors, pour certains, ils en sont convaincus, ils l'ont découvert. Pour d'autres, c'est la contrainte qui fait qu'ils sont obligés de le faire. En tout cas, il y a un espace de négociation qui s'ouvre, qui est vraiment un moment intéressant. Alors, juste, j'avance pour vous laisser un peu réagir. C'est-à-dire... si on regarde ça et qu'on le regarde un petit peu plus haut, c'est-à-dire qu'on regarde le marché du travail aujourd'hui, on pourrait dire mondialisé, mais en tout cas dans les pays de l'OCDE, etc., on a des difficultés massives de recrutement partout dans le monde. Partout. Un vieillissement de la population, etc., etc. Le débat sur l'immigration, je ne rentre pas dans le détail. Ce qui est de ma petite fenêtre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de dire, du coup, il y a des normes qui sont en train de se déplacer. Jusqu'à présent, les efforts étaient toujours du côté du salarié. Là, il y a une transaction qui est peut-être possible. Il y a un espace de négociation qui n'est pas possible. Alors pourquoi la médiation active, elle n'a pas vraiment marché? Quand Castra a sorti ses textes en 95, par exemple 1995, vous voyez, il disait la même chose que tout ce que je raconte là. Mais parce qu'il y avait le choix. Pour les employeurs, ils avaient le choix. Donc, en fait, ils pondaient des critères qui étaient totalement décalés par rapport à la réalité des situations de travail. Là aussi, il faut l'avoir en tête. Et là, il y a une conscience que ce qui va être important, c'est comment je l'intègre pour qu'il soit capable de faire le taf dans la situation de travail qui est la sienne. Et du coup, on reproduit quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire on remet la négociation avec une idée qui est vraiment centrale dans tout ce qu'on a fait avec les publics, c'est que
S'ils ont le sentiment qu'il y a du jeu, c'est-à-dire qu'ils ont un peu un espace de liberté et d'autonomie, ça va le faire. S'il n'y a que des contraintes, et si on leur pose toujours des normes, c'est vrai pour tous les publics, hein. Là aussi c'est intéressant, s'ils ont le sentiment d'avoir du jeu et que l'entreprise leur laisse un tout peu de jeu, ça va le faire. Ils ont l'impression qu'ils peuvent bouger un peu. S'il y a une imposition de normes extraordinairement contraignante, de faire du reporting sans arrêt, etc., donc c'est vraiment très étonnant. J'ai des exemples dans nos métiers, par exemple CEP des actifs occupés, c'est très contraignant en termes de reporting. Il y a 5 ans, des psychologues du travail, on en recrutait, il y avait des listes d'attente pour les recruter. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à en recruter. Pourquoi ? Parce que le reporting, c'est 20% de leur temps de travail, c'est impossible. Il y a des gens, ils n'en peuvent plus d'aller alimenter la babaste. Et donc, on a des gens qui abandonnent 15 jours après avoir fait cette activité-là. On n'a jamais vu ça. C'est vraiment quelque chose de relativement nouveau. Donc, ça veut dire que des transactions sont possibles. On a l'impression qu'il y a un nouveau pouvoir de négociation et que du coup, c'est aussi intéressant dans ce qu'ont dit Fanny et Alexandra tout à l'heure, c'est-à-dire on a beaucoup pensé des modèles en fonction de verticalité, on décide ce qui serait bien et puis après on les décline. Puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'à tous les niveaux hiérarchiques, ça déconne, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas comme ça, parce que les acteurs, ils ont leur propre légitimité, ils ont leur propre sentiment d'initiative, et on est plutôt aujourd'hui dans une logique d'essayer de nouer de la créativité un peu plus, d'élargir les possibilités. Et le public, par exemple, c'est un débat que j'ai avec les partenaires sociaux, ils pensaient les trajectoires professionnelles dans une logique d'ascension sociale. Niveau de qualification, tu montes, tu progresses, etc. Les carrières étaient des carrières ascendantes. Aujourd'hui, c'est des carrières élargies. Les gens changent de job. Là aussi, on fait un travail aujourd'hui sur la green guidance, c'est-à-dire l'orientation vers des vies soutenables. On a des bifurcations qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire les gens choisissent des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont été formés et ce sur quoi ils travaillaient. Donc ces questions de rupture sont intéressantes parce qu'elles modifient ses relations au travail lui-même et du coup, on voit bien... je vous laisse la parole tout de suite. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui est une sorte de rééquilibrage, c'est-à-dire qu'il y a un système hyper sélectif et qui aujourd'hui l'est moins. Ce qui est insupportable pour les gens, c'est le sentiment qu'il y a une surqualification, une surenchère de critères, alors même que l'activité de travail n'a pas grand-chose à voir avec ça. Je ne sais pas, un agent de guichet dans une banque, par exemple, quand tu regardes combien de temps il lui faut pour arriver à comprendre le système dans lequel il est et le nombre d'heures de formation qu'on lui voudrait lui mettre en bas, tu te dis qu'il y a une disproportion, en fait, à la fois sur les prérequis par rapport à les exigences de la situation de travail et ainsi de suite. Alors, du coup, je voulais arriver là, c'est-à-dire la question de l'employabilité revient sous les radars. Et c'est la question que Alexandra a posée à la fin et nous a posée, c'est-à-dire est-ce que tout le monde s'est employé et la question de tout le monde s'est employé, aujourd'hui, non, sûrement pas, parce qu'on peut être un extraordinaire chef d'entreprise et avoir les plus grandes difficultés à comprendre le monde des personnes avec lesquelles on travaille. Donc c'est vraiment comment, dans l'environnement dans lequel on est, et c'est intéressant d'en discuter avec vous, comment remettre la négociation dans des choses qui n'étaient pas discutables. Je m'arrête là, et puis je vous laisse réagir. Là aussi, ce n'est pas forcément me poser des questions, mais vous renvoyer des choses. Voilà. Qui se lance ? C'est pour le premier que c'est plus dur, ou la première. Est-ce qu'il y en a qui ont des exemples justement de négociations, de marge de manœuvre que vous avez pu avoir avec des employeurs ? Je sais qu'il y en a, désignez-vous. Ou est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques sur cette première partie de la conférence ? Et je me sens seul, là, tout à coup. C'est gentil, un peu. Les formateurs soutiennent les formateurs. Voilà, c'est ça. Je vais donner l'exemple d'une structure, du coup, pas moi directement. Une salariée ukrainienne qui travaillait dans un atelier couture. Et elle a pu faire une période d'immersion dans un atelier couture, enfin une entreprise plus classique, sur un poste de couturière. La chef d'atelier de la SIAE a fait le suivi de cette PMSMP. Il y avait une opportunité d'emploi, simplement, cette salariée avait des grosses difficultés à se rendre pour les bons horaires, sinon elle partait vraiment très tôt en transport en commun.
Et au final, voilà, la chef d'atelier a réussi à négocier un changement d'heure, à la fois un changement d'horaire de départ de la journée, et l'employeur a également adapté toutes les consignes, puisque cette personne ne parlait pas très bien le français, adapté toutes les consignes justement pour lui permettre d'avoir accès finalement à la réalisation de son travail, tout en ne pouvant pas lire le français tout de suite. Mais en tout cas, cette négociation sur l'horaire, elle a été vachement intéressante. En fait, l'employeur, à travers la PMSMP, s'est rendu compte que c'était quand même une pépite qu'il avait trouvée. Et du coup, derrière, il a adapté, effectivement. Et du coup, il adapte aussi pour peut-être d'autres personnes par la suite, puisque d'autres personnes sont également confrontées à cette problématique de transport en commun. L'exemple parle. Voilà, il n'y a pas besoin de commenter l'exemple. Hein. Simplement, ce qui est aussi intéressant, c'est tu découvres les pépites que quand elles vivent l'expérience, en fait. Donc, c'est un des drames des pratiques, on va dire, d'accompagnement, c'est qu'elles ont, dans certaines situations, empêché des expériences. Et du coup, s'il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est de se dire, c'est qu'en situation que tu peux découvrir. Donc il faut provoquer des situations. Et si on ne provoque pas les situations, le risque, c'est qu'on les empêche. Vous voyez ? Merci. C'est vrai que ce soit en chantier d'insertion ou en entreprise d'insertion, des personnes qui n'ont jamais travaillé ont cette opportunité-là de pouvoir expérimenter des choses et expérimenter le fait qu'elles sont capables de faire des choses. Et ça, c'est super. Enfin, c'est vraiment un beau terrain d'expérimentation. Oui, bien sûr, en sachant qu'il y a des personnes qui... j'étais dans un CCAS hier au soir. Hein. Il y a des personnes, ça fait 10 ans qu'elles n'ont eu aucune activité professionnelle. Du coup, comment vous pouvez construire une confiance de vous, le sentiment d'une capacité à faire, si jamais vous êtes confronté à la capacité à faire? Du coup, la seule chose que vous intériorisez, c'est la capacité à ne pas faire. Et du coup, il y a un enjeu sur la mise en expérience qui est considérable. C'est-à-dire que globalement... moi, je prône auprès de la DGEFP le droit à l'essai, quoi. Arrêtez avec le droit à l'erreur, quoi. Il y a des gens, il faut qu'ils vivent des expériences. Et c'est notre job de les accompagner. Et ça ne marche pas, c'est pas un drame, quoi. Toute expérience est bonne à partir du moment où elle est réfléchie, quoi. Et il me semble qu'il y a... Alors, moi, je suis obsédé par la dimension expérientielle. Il y a des gens... alors, vous parlez de quelqu'un qui vient d'Ukraine, mais on pourrait parler de gens qui ouvrent plus leurs fenêtres du quartier dans lequel ils sont, qui vont même plus chercher leurs enfants à l'école. Enfin, on a des exemples que vous avez aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à un moment donné, tu as développé le sentiment de l'impossibilité à faire, tellement développé que tout est risqué. Tout est risqué, même croiser la maîtresse à l'école. Donc, du coup, il y a une représentation du risque à vivre qui génère l'invisibilisation et quelque part le confinement. Hein. Du coup, ce que je trouve intéressant dans ce que vous évoquez, c'est pas l'intention qui fait la mobilisation, c'est l'attention. Je ne sais pas si vous voyez cette différence, c'est l'attention à l'action. Et c'est parce qu'on crée des opportunités que les gens feront l'expérience. Et il faut arrêter de leur demander si ça leur convient. Enfin, je provoque là. Hein. C'est-à-dire, j'ai un débat avec CEV et Médiation Active sur la question des objectifs. Il y a des situations où tu y vas. Il faut arrêter de penser qu'il faut que ça te plaise, parce que c'est un critère qui ne permet pas de faire des arbitrages suffisants. Mais je pense qu'on en évoquera toute la journée. Vraiment, l'expérience à vivre, c'est une obsession. C'est-à-dire, les gens, ils sont empêchés d'expérience depuis longtemps. Ils ont le sentiment. Depuis le système scolaire, oui, non. Hein. C'est pour ça que je parlais de Parcoursup. Hein. Les gens, ils ont 17 ans, ils bossaient comme des fous, là, ils ont reçu leurs vœux, ils ont l'impression quand même que le monde est injuste, quoi. Et tout le monde leur dit, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard si jamais tu n'es pas pris dans cette école? Tu as l'impression qu'à 17 balais, la vie est finie, quoi. Et c'est quand même une conception de l'expérience à vivre qui est étonnante. Donc, ce qui est aussi remettre du contexte, c'est de dire les vies professionnelles sont beaucoup plus riches que ce qu'on croit. Elles sont beaucoup plus riches que ce qu'on croit à partir du moment où l'accompagnement permet aux gens de vivre des expériences qui seront apprenantes, même s'ils n'y resteront pas. Et ça, c'est aussi intéressant. Chez nos collègues norvégiens, par exemple, c'est vivre une expérience, même si les gens ne restent pas, ce n'est pas un problème.
pédagogiquement, elle a de l'intérêt si elle est à peu près sécurisée, quoi. Donc c'est aussi une conception pédagogique qui est un peu particulière. Oui, alors je voulais dire que justement, pour les entreprises d'insertion, une des difficultés, c'est que le salarié continue, parce qu'en fait, ils ont la conscience, souvent dans les entreprises d'insertion, d'être dans un milieu très protégé. Moi, j'ai fait un petit audit de plusieurs salariés et effectivement, ils disent on est super bien ici, on est bien traité, on nous traite bien. Mais derrière, en fait, ils n'enclenchent pas parce qu'ils ont l'impression que l'extérieur reste quelque chose d'inaccessible. Donc ça, c'est une grosse difficulté finalement de comment faire. Je ne sais pas, je réponds parce que là, c'est le praticien qui répond. J'ai beaucoup travaillé dans les entreprises d'insertion par l'activité économique notamment, et en fait, les collègues me disaient toujours, lui, il est prêt. Lui, il est prêt. Lundi, il a rendez-vous, machin, etc., etc. Et il est prêt. Alors, ça voulait dire quoi? Il est prêt. J'ai discuté avec le machin. On a préparé les horaires. Il est boosté, machin, etc., etc. Et en fait, les professionnels l'accompagnaient en disant, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et ils n'allaient pas à l'entretien. Et alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Qu'à partir du moment où tu n'intègres pas l'idée que ça ne puisse pas marcher, les gens n'iront pas. Donc ça veut dire que, alors là, c'est très documenté. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur le fait que encourager devient problématique à partir du moment où les gens ont l'impression qu'ils sont obligés de réussir. Du coup, alors, dans les IA, ça nous frappait beaucoup sur le fait que les gens n'y allaient pas. Ils avaient plein d'excuses. Enfin, c'est votre quotidien aussi, des gens qui n'y vont pas. Hein. Et en fait, vous allez voir que nous, on pense qu'on soutient à faire et on rassure. Or, rassurer, c'est obliger à réussir. Je vous donne un exemple. Ta fille a échoué 2 fois le bac. Et elle le repasse une 3e fois en candidat libre. Et là, le matin, tu lui dis, t'inquiète pas, 98% des gens qui le passent une 3e fois, ils réussissent. Imaginez la réaction que va avoir la personne. Je donne souvent cet exemple pour que les gens comprennent qu'au fond, individuellement, le soutien à une expérience à vivre qui est perçue comme risquée, il faut que tu intègres l'idée que ça puisse ne pas fonctionner sans que ce soit la faute de la personne. Donc c'est vraiment une dissociation qu'on fait, c'est-à-dire on ne travaille pas sur la sécurisation de l'entrée, on travaille sur des scénarios possibles. Avec, par exemple, moi en entretien, je dis aux gens 2 options, ça marche ou ça ne marche pas. Si ça marche, on a fait ce qu'il fallait pour que ça marche, mais ça peut ne pas marcher pour des raisons indépendantes de ce qu'on a fait. Ça ne marche pas. Je suis là, etc. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'obligation de réussir, en fait. Je sais pas, vous voyez ce mécanisme de l'obligation de réussir, on peut tous éprouver. Hein. On peut tous éprouver. Tu as le sentiment que tout le monde te dit ça va bien se passer. Là, tu as ton niveau de tension qui monte. Même physiquement, tu te dis donc je suis. Ce n'est pas possible d'échouer. Alors, si vous voulez, il y a 2 mécanismes psychologiques qu'on connaît bien maintenant. C'est le premier, c'est que tu intègres l'idée que même s'il y a 1% de chance, tu as un scénario catastrophe. Tu es dans le truc, ça t'arrive. Mais alors, le pire des scénarios, c'est que c'est ta faute. Je ne sais pas, vous voyez ce truc? C'est-à-dire, là, c'est vraiment le truc le pire. Non seulement ça n'a pas marché, mais en plus, la responsabilité m'est imputable. Pour éviter ça, il faut absolument ne pas encourager et puis mettre en place les conditions du fait qu'il y a un essai, ça va marcher, ça ne va pas marcher, c'est quoi l'autre option? Et ça, moi j'ai beaucoup appris ça avec les Québécois par exemple, parce que c'est quelque chose dans lequel ils ont tout à fait conscience du fait que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas. Arrête de penser que tu sais ce qui va se passer. Tu n'en sais rien. Du coup, l'idée qu'il y a un moment donné, tu vas prendre la décision, et puis on va t'aider à transformer cette décision prise, quels que soient les résultats. Il y a une chercheuse qui s'appelle Lauriane Paul qui a écrit un livre qui s'appelle « Ces expériences qui nous transforment ». Et elle explique la chose suivante, elle dit on est obsédé par l'idée de vouloir savoir ce qui va se passer quand on aura décidé. Et on dit très mauvaise question, on n'en sait rien. Donc, tu fais ce que tu peux pour prendre la décision en connaissance de cause, et après, ton job, c'est transformer la situation pour en faire quelque chose, éventuellement te barrer, faire autre chose, et en tout cas être accompagné pour le faire. Du coup, je prends juste un peu de temps par rapport à ça, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en parler cet après-midi, mais ça veut dire que le niveau d'inquiétude que peuvent avoir les gens par rapport à un sentiment de protection, puis un sentiment de risque, on peut le travailler qu'à partir du moment où les gens ont le sentiment qu'il y a un risque qui est moins pris, puisqu'il y a toujours des solutions. Enfin, dans le développement de pouvoir d'agir, Yann Le Bossier dit toujours, de toute façon, il y a toujours plusieurs options. Il part comme principe qu'il y a toujours plusieurs options.
Donc ça, c'est très important parce que l'idée du pluriel, je sais pas, vous voyez, l'idée de la pluralité, ça permet de lutter contre le oui ou non, la binarisation du monde. Ça marche ou ça marche pas. Et en fait, c'est très intéressant, c'est-à-dire ça veut dire que ça marche pas. C'est pas forcément ma faute et il y aura d'autres options. J'étais un peu long, excusez-moi, mais c'est vraiment un élément important. Oui, bonjour, je suis là. Je voulais revenir sur ce que vous disiez sur les personnes qui ont besoin de savoir qu'ils peuvent se désengager pour s'engager. Nous, on le ressent beaucoup sur les recrutements de permanents où on propose des CDI et en fait, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je préférerais un CDD ». Légalement, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de motif pour faire des CDD. Et je voulais savoir votre vision sur les risques ou les opportunités que ça pourrait engendrer de créer, que l'État crée le CDD à la demande, la possibilité de faire un CDD si c'est à la demande du salarié, du candidat. Alors ça nous emmènerait loin parce que ça renvoie à la question de... en fait, on est pris entre deux tensions. Vous allez refaire l'apologie de la précarité, parce que ça peut être ça. Hein, et du coup, je suis très vigilant à ça. Et au contraire, prendre en compte les usages des personnes. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où la personne choisit le court-termisme, c'est pas du tout le même enjeu que si tu lui l'imposes. Donc, ce qui nous frappe beaucoup, nous, c'est que les gens peuvent demander une forme de durée limitée. Par contre, ils détestent qu'on leur l'impose. Je ne sais pas si je suis clair. Et du coup, c'est cette espèce de navigation complexe entre le fait que, moi, dès que je dis que le court-termisme devient la boussole, on m'accuse de faire l'apologie de la précarité et que le méchant employeur va ajuster en permanence, etc. Et ce que j'observe, moi, c'est que dans les relations entre les entreprises classiques et des jeunes recrutés, j'ai un exemple en mission locale où le patron dit « ce jeune, il est vraiment super, vraiment, je veux absolument le garder ». Je lui ai proposé un CDI, il m'a dit « pas question, j'ai mes collègues qui habitent Marseille, je vais aller faire un tour chez eux pendant 3 mois et on verra après ». Et le fait que le jeune ait dit « on verra après », il me dit « c'est quoi ce langage, on verra après ?» Je lui offre une opportunité incroyable dans laquelle il peut faire sa vie. Et je lui réponds, justement, c'est ça. Faire sa vie ici, dans cette boîte, c'est pas le rêve de sa vie, quoi. Et du coup, ça renvoie à ce que je disais, c'est-à-dire que la question d'un imaginaire attractif est plus la même. Et le fait de séquencer sa vie, c'est-à-dire la possibilité d'en changer, devient le curseur à la boussole pour beaucoup de publics aujourd'hui. Pas uniquement des jeunes. Hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Du coup, c'est un peu comme si la valorisation extrême de la continuité devenait dépressive. Je sais pas, vous voyez, c'est la capacité de la discontinuité qui devient un enjeu de mobilisation. C'est-à-dire, en fait, avoir plusieurs vies pour le prix d'une. Alors qu'on a beaucoup étudié en psychologie, hein, c'est-à-dire la capacité à se retrouver alimenté, renourri dans d'autres défis, dans d'autres situations. Et la question d'être mobilisé dans une même entreprise est quelque chose qui peut être extrêmement dépressif, déprimant dans certaines situations, avec le sentiment que faire sa vie dans la même entreprise et faire la même chose, c'est quelque chose qui est difficilement concevable pour une partie du public aujourd'hui. Du coup, je réponds en disant ce que j'en pense. J'en pense qu'à partir du moment où on valorise les usages et qu'on a négocié quelque chose qui est satisfaisant pour que la personne soit au service du projet de l'organisation et que je la respecte dans sa volonté de discontinuité, ça va. Moi, je forme des employeurs là-dessus. Les gens, ils font leur... Ils vrillent, quoi. C'est-à-dire, à un moment, ils disent, il faut que j'arrête avec la fidélisation. Je dis, ouais. C'est comme, tu vis en union libre avec quelqu'un, tu décides de te marier, et 1 an après, tu divorces, quoi. C'est vraiment, oui, l'engagement, il fait fuir. En plus, c'est documenté ce que je raconte. Hein. C'est même pas drôle. C'est-à-dire qu'en fait, la capacité de liberté... Vous verrez, je reviendrai tout à l'heure sur les critères de décision et d'engagement. Un des critères d'engagement qui est documenté depuis les années 70, c'est le sentiment subjectif de liberté. C'est un des plus puissants aujourd'hui. Et alors, ce qui nous étonne beaucoup, c'est que le contenu de l'activité est moins décisif, puisque je peux la quitter. Du coup, c'est quelque chose qui est compliqué pour notre imaginaire. C'est-à-dire, c'est pas tant le contenu, le métier, etc., qui deviennent des enjeux, mais plutôt les conditions d'exercice de l'activité et la compatibilité avec les choses que je fais par ailleurs. J'ai permaculture le vendredi, donc je vous demande 80% de mon travail. On a des entretiens de recrutement surréalistes aujourd'hui. Et je trouve que c'est bien, c'est dopant, c'est stimulant. C'est-à-dire, au fond, tu renégocies quelque chose qui peut être intéressant. Mais voilà, je réponds comme ça en disant,
bienvenue dans le nouveau monde dans lequel on est. Et on a tous à essayer de voir quel est ce nouveau langage dans lequel on a à discuter. Et je trouve ça, moi, plutôt passionnant. En même temps, tu es obligé de remettre en question plein de trucs auxquels tu croyais dur comme fer, quoi. Tu voulais. Oui, c'était pour compléter sur l'histoire des CDD et CDI. Moi, j'ai été déjà confronté, pas dans la structure dans laquelle je suis, mais auparavant, sur des jeunes qui souhaitaient avoir en effet des CDD. Et en fait, un CDD, c'est plus contraignant qu'un CDI, puisqu'on est obligé de finir la mission. Et plusieurs échanges ont fait que les personnes avec lesquelles j'ai travaillé sont engagées finalement dans un CDI et pas un CDD, parce qu'ils ont vu leur intérêt de d'avoir plus de liberté pour partir. Voilà. Et c'était un échange intéressant, et ça s'est surtout basé sur des échanges un peu sur du moyen, enfin sur du long terme, quoi, en réalité. Oui, puis des logiques. Alors, vous verrez qu'un des éléments de l'engagement, c'est le rapport à la complexité. C'est-à-dire que si tu fais un CDD, mais en même temps c'est très compliqué administrativement et qu'il y a des incertitudes, les gens préféreront un truc plus simple. Là aussi, c'est très intéressant à observer. C'est-à-dire, au fond, tu fais des arbitrages avec plusieurs critères tout le temps. Et du coup, pour un recruteur, aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on n'est pas oui-non. On est quelles sont les conditions d'exercice, les conditions de rupture, les conditions de développement, enfin, etc. Et puis, très surprenant, il y a des gens, ils n'ont pas fait l'activité encore, puis tu les recrutes, et quand ils viennent dans l'activité, ils découvrent l'activité. Et alors, ce qui nous frappe beaucoup chez les jeunes notamment, c'est que l'arbitrage, il se fait en situation. Jamais avant. Du coup, ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile à comprendre pour un chef d'entreprise ou même un accompagnateur à l'ancienne qui pensait que quand tout est sécurisé, la situation de travail, c'est bon, quoi. Non. C'est le jour où il arrive que ça commence. Et du coup, les gens statuent en situation s'ils vont rester ou pas, quasiment dans l'heure après l'entrée. Ce qui veut dire que les contextes intégrateurs le sont ou pas. Et du coup, pour les entreprises, je pense que c'est votre job aussi beaucoup, c'est-à-dire travailler avec l'entreprise sur la capacité à accueillir, à intégrer, à faciliter, à mettre en place les conditions qui sont propices, que la personne se sente attendue, accueillie, reconnue, etc., etc. Alors, il y a des chefs d'entreprise avec qui c'est compliqué, mais je pense qu'on intègre assez vite tout ça. C'est-à-dire que dans mes conférences, je dis souvent, c'est la fin de l'obéissance. C'est la fin de l'obéissance. Les systèmes de conformité, ils vont de moins en moins fonctionner. Les gens, ils n'ont pas envie qu'on leur impose des règles, etc., etc. Alors, regardez, vous allez chez le médecin, vous faites une ordonnance, il vous ordonne de faire des choses. 2 fois sur 3, les gens ne prennent pas les médicaments. Ben oui, si on veut qu'ils prennent les médicaments, il faut discuter le coup avec eux, il faut prendre un peu plus de temps, il ne faut pas faire uniquement une ordonnance, mais il faut qu'ils soient contributeurs du soin. Alors du coup, la question d'être partie prenante, c'est un vrai enjeu. Il faut peut-être qu'on s'arrête, non ? Moi, j'ai une question qui relève de la prospective. Bon, tu pourras peut-être pas y répondre, mais cet espace de négociation... voilà. Cet espace de négociation qui s'est créé du fait du plein emploi, est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'il relève d'un changement de paradigme? Parce que là, tu disais finalement, le plein emploi, tiens, finalement, la loi n'est pas si tôt promulguée qu'au final, on n'y est déjà plus. Et est-ce que tu penses que cet espace de négociation qui s'est créé dans la tête des entreprises, c'est en effet un nouveau paradigme et c'est durable? Alors, je vais faire la différence entre ce que je souhaite et ce que je pense. Je pense parce qu'on a des signes. J'ai contribué au rapport sur les transitions professionnelles du France Stratégie et il y a tout un chapitre sur la médiation active qu'on a poussé en fait. À la DGFP, il y a des personnes qui sont vraiment, Laurent Duclos notamment, qui sont vraiment influentes. On a beaucoup de travaux maintenant européens autour de ces éléments-là. L'Europe dit elle-même le concept d'employabilité est délétère. Donc c'est dit comme ça. Donc maintenant c'est la logique d'encapacitation qui revient dans les textes. Donc on a un faisceau de convergence qui font aujourd'hui qu'on peut penser que les modèles sont, ils sont fissurés, dirait François Julien. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a une tension nouvelle qui apparaît. Mais comment dire ? Ce que j'observe aujourd'hui, c'est quand même en même temps, excusez-moi d'utiliser le terme en même temps, en fait, en même temps, on n'a jamais eu autant de conditionnalité des aides, on n'a jamais eu autant de mécanismes prescriptifs. Alors que le texte sur le CEP dit clairement, en 2016, c'est la fin de la prescription dans les politiques publiques. Donc en fait, l'État, à l'intérieur de la DGFP, à l'intérieur de l'État, il y a des points de vue différents. On pourrait dire qu'il y a des logiques protocolaires, verticales, dans lequel, en gros,
faut convaincre ou contraindre. Je le dis comme ça. Et puis, il y a une autre logique qui est de dire l'encapacitation, elle ne passe ni par la conviction, on n'a pas besoin d'influenceurs, ni par la contrainte. Qu'on mette des règles de l'attribution aux moyens financiers, oui, mais en même temps, si on veut encapaciter les gens, il faut que les gens soient partie prenante. Et du coup, médiation active à l'emploi. Et en fait, on voit bien aujourd'hui au sein du ministère qui est en train de gagner. Je sais pas, tu vois, on en parlera en aparté, mais c'est très compliqué aujourd'hui de pousser ça. Parce qu'il y a la pression des entreprises sur le fait qu'on n'arrive plus à honorer nos commandes. Maintenant, il y a des lignes de production pour fabriquer des munitions. Enfin, je sais pas, on pourrait discuter à l'infini de tout ça. Ce qui veut dire que tu as l'impression qu'il y a une forme de verticalité d'imposition qui est en train de se remettre en route. Et en fait, soutenabilité de l'activité de travail, les questions écologiques, médiation active à l'emploi, ça ne va pas assez vite, quoi. Du coup, c'est un peu la tension dans laquelle je suis. Là où je suis optimiste, c'est que je pense que de plus en plus les cahiers des charges s'en inspirent. Donc ça, c'est intéressant. Le cahier des charges, par exemple, sur le PIC, sur Aller Vert, etc., vraiment a impulsé des choses. On a des très beaux cahiers des charges. C'est vraiment la première fois où on a des cahiers des charges qui sont vraiment mobilisateurs, dans lesquels on a écouté les professionnels, dans lesquels on a écouté le public. Donc j'ai l'impression que tout ça, enfin, c'est un point que j'évoquerai, on est vraiment dans un moment très paradoxal, très fluctuant, où tu as l'impression qu'il y a un peu une guerre des conceptions, hein, pour le dire. Il y a une guerre des conceptions à l'ancienne, verticale, en gros les gens on les paye, etc., qui correspond un peu à l'Assemblée nationale quand même. C'est-à-dire il y a quelque chose qui serait plus fédérateur, qui serait plus lent, qui essaierait plutôt de construire de la communauté de vue, etc. Et donc qui serait plus robuste au sens d'Olivier Hamon, plus robuste, c'est-à-dire moins efficace, plus robuste, et donc plus durable sur la durée. C'est une tension qui n'est pas qu'idéologique, c'est vraiment une tension financière. À qui on attribue des sous, Donc du coup, vous voyez, moi je reste optimiste parce que je pense que les autres fonctions ne marchent pas. Et qu'on a 35 ans de travaux pour montrer que c'est pas efficace. On pourrait même dire, c'est Marc-Henri Soulet qui dit tout l'argent qu'on a mis là-dedans, et si on n'avait rien financé, c'est-à-dire sur les questions d'accès à l'emploi, ça a produit plein de choses dans l'accompagnement, mais sur les questions d'accès à l'emploi, hormis les pratiques de médiation active à l'emploi, c'est pas d'une efficacité extraordinaire. Donc du coup, les processus, comme l'a dit, médiation active à l'emploi, qui sont plus lentes, qui sont plus par capillarité, qui sont plus locales, qui sont plus créatives, qui sont plus coopératives, elles ont plus d'effets de robustesse et elles ont plus d'effets de contamination, notamment là où je suis très optimiste, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur les recrutements sans CV, par exemple, notamment au Pays de la Loire. Je suis très frappé de voir que c'est les entreprises qui font le battage autour de ça. C'est-à-dire que c'est elles qui, dans leur réseau, vont me dire « Qu'est-ce que tu t'emmerdes avec le CV, machin ?» Moi, j'ai recruté un prothésiste dentaire, il est aujourd'hui charpentier, j'ai organisé mon... Et on a plein d'exemples. Donc, quelque part, il faudrait fabriquer des récits alternatifs. Peut-être on y viendra après. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de récits alternatifs qui montrent qu'il n'y a pas que des héros qui font le rêve de leur vie. Non, il y a plein de gens qui bifurquent et qui font des trucs passionnants et qu'on accompagne dans des négociations permanentes. Donc, c'est mon côté rêveur, en fait, qui fait que j'y crois encore. Il faut qu'on s'arrête. Oui, on continuera sur les rêves pendant les ateliers cet après-midi notamment. On va prendre 10 minutes de pause. Il est 11h15. On se retrouve ici à 11h25. Bien, donc merci. Ça fait du bien la pause. Puis ça fait du bien de retrouver tous ses collègues. C'est chouette. Je m'étais arrêté à cette planche-là. En fait, je vais traiter très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je pense qu'il y a déjà des choses qu'on a évoquées ce matin. Et puis... il y a des choses que vous allez évoquer et partager cet après-midi, c'est ça aussi le but de la journée. Plutôt les impacts de tout ça sur les processus d'accompagnement. Donc du coup, on était sur cette planche-là avec justement la question de la médiation active à l'emploi et de l'importance de ces médiateurs et de cette négociation possible avec l'entreprise. Et tu m'as posé la question comment je vois l'avenir en fait. Là où je me dis c'est pas mal, c'est... il y a des éléments qui sont déjà pris en compte et expérimentés. C'est-à-dire qu'on étudie certains cahiers des charges aujourd'hui, certains produits par des régions, etc. On voit quand même que cette question d'arrêter la multiplicité des intermédiaires, en fait, c'est-à-dire permettre de la médiation directe, permettre du contact direct, directement, nouer des relations, etc., commence à apparaître. Et on voit aussi apparaître, là, ça c'est extrait
C'est écrit dans le cahier des charges du PIC. Et je l'ai pris parce que je trouvais intéressant, c'est-à-dire ça renvoie un peu à ta question, hein. Promouvoir des approches qui partent des personnes plutôt que des dispositifs et des logiques administratives qui encouragent les partenariats et les coopérations à l'échelle des opérateurs comme à celle des organisations. Ça veut dire qu'on commence à introduire l'idée qu'à tous les maillages territoriaux, on peut construire des relations qui seraient fécondes et qui seraient réellement adaptées et qui ne seraient pas uniquement de l'adaptation. Alors, il y a SEV, il y a la médiation active à l'emploi, mais il y a territoire zéro chômeur, il y a plein d'expériences sur les territoires inclusifs. Moi, j'ai travaillé sur l'attractivité d'entreprises en milieu rural, par exemple, fin fond de l'Occitanie. C'est pas les mêmes problématiques que la ville d'Avignon, etc. Et on voit bien que tous les acteurs essayent d'initier les choses et que la puissance publique à tous ces échelons constate que certains territoires sont très peu attractifs, que certaines entreprises ne recrutent pas et qu'il y a un taux de personnes non employées et en précarité importante qui sont... Du coup, il y a une forme de fédération aujourd'hui de réflexion autour de ces questions-là en disant plutôt comment on fait. Et c'est pour ça que l'échelon territorial est un échelon vraiment intéressant pour essayer de fabriquer et de mailler des choses qui sont intéressantes. Donc, mobilisons des acteurs multiples. Là aussi, ça m'a beaucoup frappé dans des projets vraiment très vertueux dans lesquels on est vraiment avec tous les écosystèmes du territoire, avec des associations, avec plein de gens intéressants. Et j'ai rajouté dans la phrase un peu, j'avais prévu le diapo avant ta question, en fait, parfois mis dans l'ombre par le retour d'approches très adéquationnistes et prescriptives. C'est-à-dire qu'on a deux mouvements en même temps, vraiment qui sont clairs. Il y a un mouvement qui essaie de valoriser tout ça et tout ce que vous faites, et je pense qu'on va faire cet après-midi, va nous donner encore des idées. Et en même temps, c'est difficile de le faire par capillarité, de le faire infuser à l'ensemble. Nos propres collègues, vous avez peut-être l'expérience, on a eu une expérience de médiation active ici en Rhône-Alpes, Auvergne, avec les missions locales notamment. Et à l'intérieur des missions locales, c'était compliqué pour les collègues qui portaient l'activité de médiation active d'avoir des tensions avec leurs propres collègues qui leur disaient « Mais attends, tu fais de l'adéquationnisme, quoi. C'est quoi cette mise en connexion directe avec l'entreprise ?» Donc c'est compliqué aussi d'arriver à comprendre que la médiation active à l'emploi, c'est pas juste du rapprochement pour replacer des gens, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus subtil et plus complexe, mais qui est parfois difficile à expliquer. Alors, il y a quand même en arrière-plan, il y a quelque chose, alors c'est un tableau compliqué que je vais essayer de simplifier le maximum. Je vous le livrerai, c'est l'idée que toutes les organisations finalement sont fondées sur le concept d'employabilité. Et je voudrais juste faire vraiment une distinction qui est importante, c'est la petite discussion qu'on avait aussi tout à l'heure pendant la pause, c'est-à-dire au fond, il y a une conception qui est les gens auraient des compétences a priori qu'on pourrait diagnostiquer, qu'on pourrait repérer et en fait qui se centre uniquement sur le diagnostic. C'est-à-dire qu'en gros, l'employabilité serait diagnosticable a priori. C'est vraiment l'idée que les gens ont des compétences et qu'on est capable de les évaluer. Et au fond, l'évaluation préfigure le recrutement de la personne. Et dans la médiation active, on est vraiment centré sur l'interaction avec la situation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment modéliser parce que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que considérer que la compétence, c'est comment je fais en situation de travail et qu'il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de situation de travail. Je sais pas, vous voyez cette idée? C'est-à-dire que c'est d'abord une interaction avec un système de production, une personne âgée si c'est du soin à domicile, une ligne de production si je suis décolleteur, etc., etc. C'est cette interaction-là. Et la compétence, elle n'est pas forcément prédéterminable. Ça, c'est une notion très importante. Elle se révélera si on met en place les conditions adéquates pour que la personne puisse le mobiliser. Donc ça, c'est vraiment une rupture technique qui est considérable. C'est-à-dire qu'on s'intéresse moins au diagnostic qu'aux conditions de travail dans lesquelles la personne pourrait mobiliser les situations. Et ça, c'est une vraie rupture. Alors, dans ta discussion, l'échange qu'on a eu, je pense que si on arrive à faire pousser cette idée-là, c'est le fait qu'il faut multiplier les interactions des personnes aux situations de travail, mais en regard que les situations de travail soient apprenantes. Vous voyez, il y a une espèce de double deal. Il faut que les situations de travail ne soient pas obéies, fait ce qu'on dit, mais soient des situations dans lesquelles on a aussi essayé de les aménager pour accueillir les personnes, et que les personnes puissent aussi accepter l'idée qu'elles vont se confronter à un risque, le risque de faire quelque chose qu'elles n'ont pas l'habitude de faire et dont elles ne sont pas sûres d'avoir les compétences de faire. Donc je crois que c'est la discussion qu'on avait juste pendant la pause, c'est la question du rapport au risque en fait. C'est-à-dire que dans la colonne de gauche, vous prenez aucun risque.
C'est-à-dire qu'en fait, tu recrutes avec des très hauts niveaux, tu diagnostiques, et en fait, tu élimines plein de gens. Donc là, le système, il peut continuer à fonctionner des années. À partir du moment où vous basculez de l'autre côté, l'entreprise prend un petit risque, le médiateur prend un risque, et la personne aussi prend un risque. Elle risque de se confronter à une situation de travail dans laquelle elle a le sentiment de ne pas avoir toutes les conditions. L'exemple de cette personne ukrainienne est intéressant, c'est-à-dire au fond, c'est parce que la situation est organisée que du coup l'employeur voit bien qu'il a quelqu'un qui fera l'affaire. Du coup, il n'a pas besoin d'avoir des diagnostics très importants, hein. Il a repéré très vite que ça allait le faire. Là aussi, il y a une forme de naïveté de penser qu'il y a plein de critères qu'on va respecter. Il y a des gens, ils rentrent sur une situation de travail, et en une journée, vous avez vu que ça allait le faire, tout simplement. Enfin, ça, c'est l'expérience. Et du coup, ça remet en cause une idée très française, c'est qu'il faudrait beaucoup se former pour être capable de travailler. Alors ça, quand vous vous promenez dans des projets européens, les collègues belges, etc., ils sont très surpris du temps qu'on met à former les gens pour les préparer aux situations de travail. Et du coup, ce que je voulais, mon tableau est compliqué pour dire une chose très simple. Les situations de travail sont apprenantes et formatives. Du coup, pourquoi toujours passer par des filtres qui seraient les freins à lever, qui seraient des compétences à développer, des savoirs à connaître, et est-ce qu'on ne pourrait pas réduire ce timing pour permettre aux gens, si la situation est propice, d'organiser tout ça. Donc ça, c'est vraiment une idée importante, et s'il y a une idée à faire passer, alors vous comprenez pourquoi ça ne marche pas en France à votre avis, qu'est-ce qui fait que ça marche aussi difficilement en France, comme ça, spontanément, alors qu'ailleurs, c'est une évidence. Bon, c'est simple. Il y a un écosystème formation-emploi en France qui a besoin que les gens aillent en formation. Et du coup, il y a une surestimation des besoins de formation des gens, tout simplement. Et en fait, on a un modèle qui est que pour accéder à l'emploi, il faut avoir les compétences requises. Et pour avoir les compétences requises, il faut avoir la formation. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas se former. Je dis juste que la systématisation de ce modèle pose problème parce que l'entrée dans le monde du travail, il supposerait aussi que les gens se forment. Et il y a des gens pour qui se former, c'est au moins aussi difficile. Je crois qu'on a parlé de l'école tout à l'heure, hein, notre rapport à l'école. Il y a des gens, l'école, c'est le souvenir de se former, même 15 jours, c'est un souvenir qui peut être totalement traumatisant. Donc, vraiment, je voulais insister là-dessus. S'il y a un modèle qui est vertueux, c'est le modèle de l'expérience. Là aussi, c'est pas nouveau, etc. Sauf qu'on a créé un modèle qui crée des filtres, en fait, qui crée des filtres. Et en créant des filtres, on empêche des gens à accéder tout simplement à une expérience dans laquelle on n'est pas capable de savoir si ça va le faire ou pas. Je redis ça parce que c'est important. Il y a des fois, ça marche pas. Tout le monde ne réussit pas. Il y a des fois, ça ne marche pas. Il faut intégrer l'idée que ça ne marche pas tout le temps. Par contre, il y a un vrai gain pour tout le monde. C'est-à-dire que même une expérience qui n'a pas fonctionné en termes d'emploi, c'est une expérience. Il y a des gens, ils ont plus d'expérience du tout. Et donc, du coup, j'insiste sur mon petit tableau. C'est-à-dire, au fond, le contexte est facilitant. Obsession pour les contextes. Et quand on travaille avec les chambres d'entreprise, on va beaucoup travailler sur les questions d'intégration. Quand on a recruté des gens sans CV, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est le fait que leur question, c'était toujours de dire mais nous, on n'a pas le temps de former les gens, on a de la production, etc. Et donc, du coup, il y avait une espèce de négociation permanente entre le fait mais vous n'êtes pas organisme de formation. Par contre, il y a des situations de travail qui peuvent être plus apprenantes que d'autres parce qu'elles sont plus complexes. Et là, peut-être que vous pouvez mobiliser un tuteur dans cette situation-là. Et donc, il y avait des négociations, je pense que ça vous parle, ça, ce que j'étais en train de dire, vraiment des négociations techniques de comment on organise des situations de travail pour que quelqu'un qui ne sait pas faire puisse assez rapidement commencer à être autonome dans la situation de travail. Et en fait, il y a des chefs d'entreprise qui découvrent la fonction formative du travail parce qu'ils ne l'ont jamais expérimenté jusqu'à présent. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça renvoie au fond au fait qu'on met en contact avec l'expérience le plus rapidement possible les personnes. Et en capacité les personnes, c'est quoi? C'est simplement faire l'expérience que je suis capable de produire des résultats en situation. Et il n'y a quand même rien de mieux. Quand vous réussissez quelque chose dans une situation de travail dont vous pouvez être fier, la boucle est enclenchée et ça peut fonctionner. Même, c'est la décision qu'on avait, même pour des gens qui ont très peu d'expérience de travail et qui ont plutôt des expériences mauvaises de travail. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus avant qu'on ait un échange et peut-être quelques éléments qui renvoient à une étude qu'on a faite auprès du public lui-même et on a fait une liste des critères d'engagement. Je ne vais pas tous les reprendre, hein, mais il y en a deux sur lesquels je vais vraiment insister. Le premier que j'ai évoqué,
depuis le début de mon intervention, c'est de dire qu'on a un rapport au temps et que la boussole va être plutôt une court-termiste. C'est-à-dire qu'en fait, on va plutôt, quand on discute avec les jeunes, ils nous disent tout le temps, on verra après, quoi. On verra après, qui est quand même un leitmotiv. On verra après, c'est-à-dire la question d'aller, voilà. Les autres critères sont plus classiques, mais il y a deux critères qui sont extrêmement importants et qu'on a dans toutes les nouvelles pratiques sociales. C'est le critère de la réversibilité que j'ai évoqué tout à l'heure. La réversibilité, c'est la possibilité d'abandonner, d'où le débat sur le CDI qu'on a eu tout à l'heure. C'est-à-dire, si j'ai la possibilité de me désengager, j'ai beaucoup plus de facilité de m'engager. Et puis, la question, est-ce que la personne est partie prenante? C'est-à-dire, est-ce que dans l'organisation dans laquelle elle est, elle doit juste obéir et faire ce qui convient, ou est-ce qu'elle a juste un tout petit peu d'espace d'initiative? On ne mesure pas à quel point c'est un vrai enjeu. Prenez votre situation de travail. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir du jeu ou pas dans votre activité de travail? Vous allez vite voir que si vous n'en avez pas du tout et que vous remplissez des tableaux Excel et que vous faites du reporting tout le temps, vous n'allez pas rester dans cette activité-là parce que d'une certaine façon, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir contribuer au travail. Tout le monde est pareil. On a besoin de contribuer en situation de travail et, je ne sais pas, Yves Clos dirait maître du sien. Maître du sien dans la situation de travail. Et pour les chefs d'entreprise, quand je leur dis, écoutez, il y a une clé. La première clé, c'est que arrêtez de vouloir garder quelqu'un toute sa vie. Donc, vous intégrez l'idée d'une temporalité courte. Et la deuxième chose, c'est réfléchissez au levier d'autonomie que vous pouvez ménager dans une activité de travail, même s'il y a des contraintes importantes. S'il y a ces deux critères, vous avez quelque chose où la personne a le sentiment qu'il y a un peu une marche, qu'il y a un peu du jeu. Je ne sais pas si vous voyez l'idée du jeu. C'est-à-dire que c'est un peu, plus c'est protocolaire, moins ça va fonctionner, plus c'est souple, plus c'est agile. Je crois que c'est Fanny qui évoquait le mot agile tout à l'heure, plus ça va fonctionner. Et du coup, pour terminer peut-être et pour nous permettre d'échanger, quand on fait un travail... par exemple, tu m'as donné le livre que vous avez fait sur la question des récits alternatifs. Quand on interroge les personnes sur un accompagnement qui, de mon point de vue et de leur point de vue, a été transformateur. Je sais pas, vous voyez l'idée de transformateur, c'est pas sympa, hein, c'est transformateur. C'est-à-dire qu'il y avait un avant et il y avait un après. C'est-à-dire c'est très intéressant et en fait on fait des récits. En fait, on essaye un peu ce que tu as fait, hein, c'est-à-dire essayer d'écouter les personnes, de ce qu'elles nous disent, comment elles voyaient avant, comment elles voyaient après. En fait, on repère des critères. L'intérêt d'avoir ces critères en tête, c'est quand vous construisez un dispositif, vous savez qu'il faut qu'ils y soient. Parce qu'en fait, vous augmentez la possibilité de mobiliser le public. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera mobilisé. On est suffisamment réaliste pour savoir que ce n'est pas comme ça que ça marche. La première chose, c'est de remettre du jeu. Remettre de l'espace de médiation. Et là, le SEV, la médiation active, c'est justement du jeu. Mettre du jeu. Et donc, du coup, ça va être vraiment intéressant. La deuxième question, c'est vraiment qu'on a beaucoup d'expérience sur la question du public invisible. Il faut arrêter qu'ils viennent chez nous. Et du coup, il faut trouver des modalités de travail avec le public qui ne soient pas les mêmes. Du coup, il faut trouver des terrains neutres, il faut trouver des environnements qui sont propices, il faut essayer de penser des modalités d'interaction qui sont différentes, etc. Et en fait, on est institutionnellement beaucoup obsédé par l'idée qu'il faut ramener les gens chez nous. Et l'idée qu'on aille avec eux quelque part et qu'on commence à réfléchir sur le travail, alors ça veut dire, je pense à SEV, mais je pense à d'autres dispositifs, dès qu'on crée un événement, la dimension événementielle est très intéressante. Dès qu'on crée un événement dans lequel il n'y a pas d'un côté un offreur, mais dès qu'on crée un événement dans lequel on multiplie finalement les modalités d'approche, ça peut être le territoire, ça peut être les entreprises, ça peut être tout ce qu'on veut, vous créez des opportunités pour que les gens se bougent. À partir du moment où vous les obligez à venir chez nous, quel que soit le lieu, la structure, etc., vous allez perdre du public. Il faut savoir qu'on a quand même une perte de public depuis une dizaine d'années dans les dispositifs d'insertion. Dans le cadre du PIC, par exemple, où il n'y a eu jamais, depuis 20 ans, autant d'argent de financement public, on a eu des dispositifs vides, vraiment vides, c'est-à-dire aucune personne. Donc ça nous a beaucoup interrogés sur le fait que c'était ni la qualité des intervenants, ni la qualité du processus pédagogique, mais bien la croyance des personnes, vous voyez, la croyance des personnes que ce dispositif pouvait m'aider.
du coup, on a un vrai travail à faire sur qu'est-ce qui ferait que les personnes pensent que ce qu'on leur propose peut les aider. Il faut discuter le coup avec eux, retrouver de la médiation et aller vers. La question des contextes apprenants, elle est très intéressante aussi parce que l'entreprise est un contexte apprenant, mais ce que vous faites avec les personnes aussi, c'est un moyen d'apprendre. Et vivre l'expérience, ça ne suffit pas. Pour permettre de mobiliser les gens, il faut qu'on ait, dans notre jargon, on dit un retour réflexif, c'est-à-dire la capacité à analyser ma situation de travail avec l'appui d'un pairs, etc. Donc faire de la situation un objet de réflexion. Et à partir du moment où la personne, et pas uniquement dans le face-à-face avec l'activité de travail, mais qu'elle commence à en faire un objet de réflexion, vous augmentez la probabilité qu'elle soit mobilisée dans la situation. Donc ça, c'est intéressant aussi dans SEV. C'est tout le travail que vous faites de soutien, d'appui en situation, etc., qui va être utile. Le quatrième point, alors c'est une banalité, vous avez l'impression que je radote, c'est sans doute vrai, mais ça veut dire que poser comme principe que les personnes sont capables, c'est faire une grande révolution dans nos modèles. Que les personnes sont capables, les parties prenantes, les gens sont capables, tout le monde est employable, hein, pour reprendre ce que vous disiez, et tout le monde n'est pas un employeur, et du coup c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire les gens sont capables, ça veut dire qu'à partir du moment où je pose la question, alors il faut bien vous voyez les conséquences de cette décision. À partir du moment où je dis les personnes sont capables, ma responsabilité elle n'est pas que de les accompagner, ma responsabilité est de trouver les contextes. Je sais pas, vous voyez, ça c'est un déplacement que j'ai beaucoup appris avec mes collègues québécois. Ils disent notre enjeu, c'est trouver les contextes facilitants. C'est pas trouver le job qui convient, c'est trouver le contexte dans lequel la personne elle pourra mobiliser ses ressources. Et puis on fera essai-erreur, hein, on essaiera des trucs et puis ça marchera pas, mais il y a des moments où ça fonctionnera pas. Où la personne a un point de vue et que ce point de vue est entendu. Alors là, je pense que dans SEV, c'est une priorité, il me semble, hein, que la personne et les objectifs sont faits avec eux. Là, vous avez une communauté, donc la dimension coopérative est valorisée. Une journée comme aujourd'hui, c'est une journée aussi où on va échanger, où on peut être en désaccord sur un certain nombre de choses, où on expérimente des choses. Enfin, voilà, il me semble que ça fait partie aussi de la création de valeur d'une communauté, c'est-à-dire qu'elle est capable d'être elle-même en interrogation tout le temps. Hein. Moi, il y a des choses que j'aurais pu dire il y a 10 ans dont j'étais à peu près sûr. Aujourd'hui, je ne les dis plus parce que je ne suis plus du tout sûr. Du coup, la capacité aussi à interroger ces pratiques fait vraiment partie du processus dans lequel on est. C'est un peu comme si dans les écosystèmes, avec tous les acteurs, on essayait de renégocier chaque fois pour qu'on arrive à s'accorder sur quelque chose qui est un peu un consensus et de l'objet commun, mais qui n'est jamais définitif. Enfin, si vous avez un peu d'expérience, vous allez vous apercevoir qu'avec un groupe, ça a super bien marché, avec ce réseau d'entreprises, c'est super. Et puis vous dites, on va faire la même chose le coup d'après. Et puis en fait, non, ça ne marche pas là. Parce que les gens ne sont pas pareils, les contextes ne sont pas pareils. Le moment n'est pas pareil. Ce qu'on fait aujourd'hui avec toutes les angoisses existentielles de notre planète, et c'est pas la même chose que ce qu'on pouvait faire avant. Et puis vraiment quelque chose qui est central, vous l'avez compris, c'est un peu la boussole de ma vie, hein, c'est-à-dire privilégier l'expérience qui est une expérience à préparer, à vivre, à réguler, c'est-à-dire l'expérience, elle est centrale. Quand tu hésites, par exemple, à ce que tu vas faire, dis-toi qu'il faut commencer par faire et tu tireras les leçons de ce que tu as fait. Et du coup, tu pourras transformer ce que tu as fait en quelque chose qui te convient. Et si ça ne te convient pas, tu t'en vas. C'est un peu ce que me diraient les jeunes aujourd'hui. Donc voilà, je voulais terminer par ça, vous laisser la parole. Je dois avoir un autre truc après. Voilà. Ça, c'est la synthèse qu'on a fait dans le travail que j'ai fait à Avignon. Ça, c'est le produit de quels sont les impacts de ce que nous ont dit les gens sur la posture et les méthodes de travail de l'accompagnateur. Donc, il y a proposé aux personnes un accompagnement, prenant en compte les multiples transformations en cours. C'est un peu une synthèse de ce que je fais jusqu'à présent, s'appuyant sur des leviers mobilisables. Et donc, du coup, vous avez 4... Il ne faut pas que j'aille plus loin, parce que je vais tomber. Hein, donc, voilà. Il m'a mis une chaise pour pas que je sorte du cadre. Très, très vite, la considération à l'attention portée au public. Les gens nous le disent par tous les biais. Si on les considère, s'ils sont en confiance, s'ils sont pris en compte, etc. La deuxième chose, c'est vraiment la variété des modalités pédagogiques. Notamment le public aujourd'hui, ce que je fais là, c'est-à-dire la modalité conférence, machin, ça ne va pas lui aller du tout. Il faut des modalités plutôt ludiques, plutôt vives, plutôt stimulantes, etc. Et donc pédagogiquement, il faut que ce soit rythmé, expérientiel, co-construit, etc. Ça nous a beaucoup intéressé sur le fait qu'on a travaillé sur un dispositif où les gens étaient partie prenante des modalités pédagogiques.
c'est eux qui inventaient les séances. Donc ça nous a beaucoup frappé sur le fait qu'ils étaient très inventifs, hein, et aussi qu'ils étaient capables de produire du savoir pour leurs propres collègues. Donc on avait des petites séances où les gens faisaient des trucs qui montraient des savoirs, ils transmettaient des savoirs. On a fait des petits espaces de savoir co-construits qui étaient très sympas. Clairement, la posture de l'accompagnateur. Donc du coup, dans Sèvres, c'est quand même un enjeu central, hein, quelle posture j'ai. Plutôt une posture de co-construction, plutôt une posture de facilitation, hein, et pas du tout de prescription. Et puis vraiment une obsession sur les contextes. Et les contextes, notamment, je ne sais pas, vous avez vu, hein, un contexte informel, c'est le couloir, ou c'est dehors quand vous avez discuté le coup avec vos collègues là. En fait, il se passe plein de choses dans les contextes informels. Et du coup, on a tout un travail qui est mené aujourd'hui sur comment le contexte est facilitant pour créer des interactions. Alors, comme en classe, hein, tu penses que c'est quand les gens t'écoutent qu'ils apprennent des choses. Non, c'est beaucoup plus dans les interstices de communication qu'on va créer. Donc, et pour conclure ça, dire qu'au fond, les leviers de mobilisation, ils sont un peu toujours les mêmes. Attention aux personnes, considération des personnes, et attention au contexte, et sentiment de pouvoir négocier, d'avoir le sentiment d'être partie prenante de ce qui nous arrive. Voilà, je m'arrête là et je vous laisse la parole. Bonjour. Donc merci pour votre intervention. J'ai juste une question qui m'est venue surtout au moment où vous parliez de liberté. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui postulent. Donc je suis présidente d'une ACI. Mais demain, avec l'obligation d'être en activité si j'ai le RSA, comment on va transformer la contrainte? C'est je suis là parce que je suis obligée d'être là, en fait. Donc, plus dans le présentiel. Je préjuge, hein, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, comment transformer cette obligation d'être là et cette contrainte en une opportunité, en une chance et une découverte? Vous avez la réponse dans la question, non? Ça nous ferait la journée, ça, je pense. Hein. Alors, comment répondre simplement à une question quasiment philosophique, hein, comment... Alors, je vais répondre à deux niveaux. Le premier, c'est vous n'êtes pas décideur de la contrainte. D'accord? À partir du moment où vous n'êtes pas décideur de la contrainte s'impose à tout le monde. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Donc, ça veut dire, déjà, dans l'analyse partagée de situation, je vais clairement poser les termes du débat. Vous êtes contraint. Je suis contraint. Donc, c'est des règles du jeu sur lesquelles nous n'avons, ni vous, ni moi, la possibilité de faire. Dans ce cadre de travail, on peut s'épuiser ou on peut en fabriquer une aventure et une opportunité dans lesquelles la liberté que vous avez, c'est de vous investir ou pas, puisque vous êtes obligé de la présence. Donc du coup, la question, c'est que je ne discute pas sur le fait que c'est obligé. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Ça s'impose. Ça s'impose. Moi, j'ai accompagné les personnes bénéficiaires du RSA. De toute façon, tu n'as pas le choix. Donc tu poses ce cadre-là. Puis tu as un deuxième cadre de travail, c'est dans ce cadre-là, j'aime bien l'idée d'aventure. Est-ce qu'on peut construire un temps, une aventure dans laquelle on essaie de voir ce que ça donne, si chacun y met du sien? Et du coup, est-ce qu'on pourrait avoir des petits objectifs qui pourraient vous intéresser? Et du coup, la deuxième chose que je vais faire avec les personnes, c'est m'intéresser à leurs priorités et non pas à leurs projets. Donc ça, c'est vraiment un décalage qu'on fait beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que globalement, on n'a pas la même lecture du temps, l'État n'a pas la même lecture du temps, il n'a pas la même lecture des enjeux. Je ne sais pas, un exemple d'hier, la personne vit dans une caravane, de la pêche, de la chasse, etc. Toi, tu te ramènes avec obligation d'activité. Enfin, vous voyez quoi, c'est décalé. Donc, qu'est-ce que la personne pourrait avoir comme micro-objectif qui est capable? Yann Le Bossier, dans Le pouvoir d'agir, il dit il y a des irritants récurrents, c'est-à-dire des choses qui nous gonflent, qui, du coup, dans cette aventure-là, pourraient être réduits. Donc, est-ce que je pourrais fabriquer des objectifs avec la personne qui sont en écho avec leur priorité, avec la priorité à elle? Avec une idée que j'ai trouvée dans votre document, c'est que l'action stimule. Yann Le Bossier a une jolie formule, il dit « Commence par faire ce que tu peux faire dans la situation et tu verras ce que tu fais a produit sur ta situation. » C'est-à-dire l'idée, c'est que plus tu attends,
plus le statu quo s'impose et plus ça va être difficile d'agir. Donc agir, c'est toujours vertueux. Avec, je reprends mes critères de réversibilité, c'est-à-dire qu'on a un petit deal, un petit contrat, et dans ce petit contrat, on essaye d'atteindre les priorités qui sont les vôtres. Là, je me situe vraiment en tant que professionnel. Je suis dans ce cadre-là, j'essaye de faire ça. Je ne suis pas du tout sûr que ça fonctionnera, mais en tout cas, je ne vois pas trop d'autres solutions. Autrement, on fait de la morale. Et ça va, quoi. Voilà. Soit on est dans l'idéologie. C'est-à-dire que très très vite, ce débat que vous posez là, il est très violent dans des organisations. Hein. C'est la question des gens qui abusent du système. Enfin, vous voyez, les débats, ça peut être chaud. Hein. Et ça peut être pas très intéressant, en fait, parce que du coup, on n'est pas un instrument de contrôle social. Enfin, vous voyez, quand je travaillais avec mes collègues qui eux, attribuaient les aides, eux, ils étaient dans du contrôle social. Ils devaient vérifier que... Vous n'êtes pas dans du contrôle social, donc vous êtes plutôt dans l'accompagnement. Donc c'est la nébuleuse du métier d'accompagnateur qui est compliquée. Et moi, j'aurais plutôt une réponse comme ça en disant, voilà, on a un cadre. Dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? On regarde des choses qui sont prioritaires pour vous et pas pour moi. Et du coup, avec l'idée, alors là, vraiment techniquement intéressante, c'est si on arrive à faire avancer quelque chose avec la personne sur une préoccupation qui est la sienne, ça va. Ça va le faire. Ça va le faire. Est-ce qu'il y a encore une ou deux dernières questions avant qu'on passe à table? Je crois que j'ai dit le mot magique, j'ai tué toutes les questions dans l'œuf. Alors, c'est intéressant parce que, avant qu'on s'en aille, est-ce qu'il y a une dernière? Oui, on diffusera le PowerPoint et comme vous l'avez vu, on a fait une captation vidéo aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire un replay si vous avez des collègues qui n'ont pas eu à être là aujourd'hui ou d'autres avec qui vous avez envie de partager. On vous l'enverra également. Ouais, le diaporama est très chiant quand même. Hein, voilà. Donc, même moi, en l'écrivant, je me dis, putain, je vais les gaver. Bibliographie, il me semble que sur ton site internet, il y a pas mal d'articles que tu as rédigés. Oui, je viens de publier un livre aussi. Donc voilà. J'essaye de ne pas faire la promotion parce qu'il est cher. Donc, voilà. Mais en fait, c'est mon côté, je veux écrire un livre qui est avec du papier français, qui n'est pas fait en Estonie. Il coûte un peu cher. Voilà, sur mon site, il y a plein d'articles là-dessus. Je rebondis par rapport à ce qui était dit sur la réciprocité. Oui, alors moi je suis sur la aussi réciprocité. Dans le sens où, alors nous on est une entreprise d'insertion, donc on n'a pas forcément beaucoup de moyens pour la partie accompagnement en proprement parler. Maintenant il y a aussi des problèmes de logement à gérer, ce genre de choses. Moi je voulais savoir ce que vous en pensez ou comment ça peut être vécu, le fait de dire ok, moi je suis ok pour t'accompagner sur le logement, mais en revanche il faut que toi tu m'accompagnes sur le fait que tu t'engages à aller expérimenter, à aller voir les employeurs, etc. Est-ce que c'est des choses qui sont... Je ne sais pas comment vous voyez les choses par rapport à ça. Là, on ne va pas manger tout de suite, hein, parce que c'est sa faute. Hein, il a posé une question insoluble. Juste, j'ai une position de principe. La conditionnalité, ce n'est pas un bon deal. Donc, c'est juste de dire, à partir du moment où tu conditionnes ton apport de quelque chose par rapport à ce que va faire la personne... Juste en complément, moi, je ne parle pas de conditionnalité, oui, mais je parle de réciprocité en disant, moi, je t'accompagne. En revanche, ce que moi j'ai besoin aussi, parce qu'on est aussi une structure d'insertion qui doit vivre, enfin, par rapport aux moyens qu'on nous donne, etc. Donc on a des moyens limités, enfin, je veux dire, c'est comme ça. J'ai besoin que... Enfin, moi, je m'engage pour résoudre tes problèmes de logement, pour t'accompagner, pour faire du lien, etc. En revanche, moi aussi, j'ai une problématique qui est de devoir... enfin, je sais que c'est choquant de dire. Non, c'est pas choquant, c'est juste tout ça. Si, ça dépend de quel point de vue on se place, mais on est quand même. Enfin, moi, je suis quand même lié à cette problématique-là au niveau financier, de non pas donner du résultat, mais de montrer que la personne aussi va s'engager sur un autre chemin qui n'est pas forcément celui auquel il voit la première chose. Enfin voilà, en tout cas, c'est réciproque. Voilà, on a une problématique réciproque à aborder. Je ne sais pas comment. Si oui, mais c'est très bien dit. Simplement, la réciprocité est perçue comme une conditionnalité. Ce n'est pas du tout l'intention qui compte, c'est la manière dont la personne le perçoit. Du coup, ça pose la question d'un engagement
Et je vais une réponse très pragmatique. Est-ce que l'engagement engage ? Vous avez 2 heures. Et du coup, voilà ma réponse, parce qu'il faut que vous alliez manger, on n'a pas 2 heures quand même, hein. Vous allez me détester. Ça veut dire que si tu dis j'ai besoin que tu, c'est une manière subtile de déguiser une injonction dont tu as besoin. Si je dis est-ce qu'on pourrait construire notre aventure en s'accordant, et je vais utiliser ce mot s'accorder, sur quelle contribution de l'un et de l'autre qu'on régulera si on n'arrive pas à les mettre en œuvre. On a toute une technique, c'est dans mon livre d'ailleurs, comment on essaye de s'accorder avec les personnes pour vérifier avec elles ce qu'elles se sentent en capacité de faire. Parce qu'en fait, une des difficultés qu'on a, c'est que les gens disent qu'ils s'engagent, mais c'est très difficile de s'engager sur des choses que tu ne sais pas exactement à quoi ils ressemblent. Donc en fait, notre problème aujourd'hui, c'est que si les gens ne tiennent pas à cet engagement, ils disparaissent. Donc on a plein de travaux sur le fait que les gens s'invisibilisent, c'est-à-dire ils partent parce qu'ils ont honte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté le deal avec vous parce que vous aviez une bonne relation avec eux. Et nous, on a juste fait bouger ce petit mécanisme de conditionnalité et de réciprocité en disant, en fait, on construit la répartition des rôles et les responsabilités qui sont à la hauteur. Voilà, c'est juste ça. C'est tout petit peu différent. Oui, moi je voulais juste dire, parce que je suis aussi dans une entreprise d'insertion, ce serait intéressant qu'on discute tous les deux. Et effectivement, en fait, c'est la question du choix, parce qu'on est aussi une entreprise, donc avec des contraintes économiques, puisqu'on a des financements qui sont plus réduits que, par exemple, des chantiers d'insertion. Et donc, effectivement, on a une envie de réussite, mais on recrute finalement quand même. Donc, on fait un choix. Donc, je pense qu'effectivement, le sujet, il se pose un peu en amont. Alors, évidemment, les chargés d'insertion disent toujours qu'on ne peut pas choisir et qu'on n'a pas toujours un résultat tel qu'on l'imagine au départ. Mais bon, moi, je pense que souvent, on commence par proposer un contrat de travail et après, on parle d'accompagnement à l'insertion. Et je pense que c'est là où ça ne marche pas. Il faut commencer par dire... Vous avez envie de retrouver une vie normale et d'être intégré dans la société. Donc nous, on vous accompagne là-dessus. Et une des premières facilités, c'est de vous donner du travail qui va vous donner du temps et vous apprendre des choses. Voilà, donc nous, on sait qu'on a une réflexion là-dessus actuellement. Et effectivement, je pense que c'est compliqué quand on commence par la posture de « je vous donne un travail » où effectivement les salariés considèrent que c'est un CDD, comme n'importe où, et où ils ne sont pas inscrits dans une démarche. Et après, la question, c'est aussi celle de dire, finalement, on a envie d'accompagner des gens qui ont une chance de réussir. Donc, c'est aussi de ne pas prendre des gens qui, de toute façon, ne réussiront pas, je dirais. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est des problématiques. Ah, j'entends que ça réagit fortement. C'est toujours pareil, à un moment donné, il faut faire un choix. Et bon, voilà. Après, c'est des politiques de chacun, et chacun est libre de faire comme il pense. Hein. Je respecte tout à fait ça. Mais bon, dans l'esprit, c'est questionnement. Mais on pourra discuter. S'il y a d'autres entreprises d'insertion, je suis preneuse. Ça pose la question à la fois de la sélection et la conditionnalité. C'est juste parce que ça pose des questions plus larges et dont on évoquera, je pense, cet après-midi, qui pose la question du rapport de conditionnalité avec les personnes. Est-ce que la conditionnalité produit de l'engagement ? Oui, c'est une question. Hein. Et du coup, on trouve que c'est une question à débattre. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que tout le monde est employable ? Oui, du coup, ça repose la question de est-ce que tout le monde est employable ? Alors, vous avez compris que j'en suis persuadé. Mais du coup, tout le monde n'en est pas persuadé parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes contextes et que je respecte les points de vue d'autres. Et je trouve que c'est un débat super intéressant sur les territoires zéro chômeur. C'est des débats qu'il y a tous les jours et que je trouve vraiment intéressant de délibérer. Je pense que c'est des questions qu'il faut qu'on délibère parce qu'il n'y a pas de solution. On peut avoir une position un peu dogmatique. Dans le réel, ça résiste quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange, cette conférence.